environnementale à travers une démission aussi subite qu'inattendue. Une démission qui annonçait subtilement ses ambitions politiques. Je veux servir le Cameroun autrement, avait-il alors confié avant d'être élu plusieurs mois plus tard, précisément en fin septembre, comme président du tout nouveau mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Il dit vouloir faire la politique autrement. Faire la politique autrement, c'est penser à un pays où l'ensemble des énergies sont libérées, où l'on va au-delà des clivages politiques habituels pour rassembler les Camerounais, pour opérer la renaissance nationale dans un Cameroun de paix. Joli discours politique ou volonté réelle d'impulser une dynamique nouvelle susceptible de réconcilier les Camerounais avec la politique, il nous le dira. En fait, parce qu'il a accepté notre invitation, cet homme de près de 58 ans, catholique et originaire de l'Ouest, agrégé des facultés françaises de droit, docteur d'État en droit public de l'Université de Nice en France, avocat au barreau de Paris, enseignant de droit international public à l'Institut des relations internationales du Cameroun en 1990 et président de la commission du droit international de l'ONU en 2011, est, pour sa première grande sortie médiatique, dans l'arène de Canal 2 International. Face à lui, deux générations de journalistes. D'abord cet homme qui est l'un des doyens de la profession de journaliste au Cameroun. Lui, c'est Xavier Messé. Il est actuellement directeur de publication du quotidien privé Mutation et enseigne toujours le journalisme. En plus de 30 ans de métier, celui que les confrères appellent affectueusement DP a accumulé une expérience qui fait de lui un professionnel aguerri et un connaisseur du Cameroun sociopolitique. De bloc-notes à la lettre de mutation, en passant par le commentaire de la semaine, la plume de Xavier Messé a permis d'écrire plusieurs pages du journalisme camerounais, tout comme sa posture d'enseignant à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC. Depuis la libéralisation de l'audiovisuel, il s'est progressivement affirmé comme l'un des analystes commentateurs les plus prisés des plateaux de radio et de télévision. Dans la posture de poseur de questions, vous allez le voir à l'œuvre tout à l'heure face au professeur Camto. Et puis dans l'arène ce soir, il y a une journaliste de la génération intermédiaire, talentueuse et humble. Marie-Noëlle Guitty est dans le journalisme depuis près de 15 ans. Elle travaille notamment au quotidien Le Messager, où elle a pratiquement gravi tous les échelons de la hiérarchie rédactionnelle. Elle fait partie des femmes qui exercent ce métier sans complexe et compte à son actif de nombreux prix qui récompensent une détermination à travailler simplement et avec conviction pour le plus beau métier du monde. Comme Xavier Messé, elle est appelée à faire valoir ses qualités d'intervieweur face à un client que certains trouvent redoutable. Voilà pour les principaux protagonistes. Sachez que David Atemka est là pour faire les arbitrages. Carmel Nga viendra tout à l'heure pour vous aider à découvrir le côté jardin de Maurice Camto et que Javis Nana viendra à la fin pour réconcilier tout le monde avec la synthèse des échanges. Bienvenue à l'arène et bon débat. Professeur Maurice Camto, bonsoir. Bonsoir. J'avoue que j'ai participé à la rédaction du petit profil qui vous a présenté tout à l'heure et nous étions très embarrassés. Vous êtes très difficile à présenter tellement vous avez de casquettes. Vous vous retrouvez dans ce qu'a dit Vanessa Mela? Dans l'ensemble, ça me va. Elle dit, entre autres, que vous êtes un concentré d'intellectuels rigoureux, d'hommes politiques passionnés et d'auteurs prolixes. S'il vous était donné de choisir une de ces trois casquettes, vous choisiriez laquelle? On ne peut pas se partager. C'est l'ensemble forme la même personne que je suis. Et donc il m'est difficile de choisir une des trois casquettes. Merci d'avoir accepté enfin de venir à Canal 2 pour cet échange. Ça fait pratiquement 10 mois que moi-même et nombre d'autres confrères vous courent après pour obtenir des interviews. Que cache votre long moment de silence, professeur Camto? Absolument rien. Il me semble qu'il faut un temps de réflexion pour chaque chose. Et comme j'ai pu dire en d'autres circonstances, on ne pose pas un acte et on se précipite de se montrer à l'opinion comme pour lui faire croire qu'on est le plus fort, le plus beau. On réfléchit, on prend du recul et on s'exprime quand c'est nécessaire pour faire une proposition à la nation
au service de laquelle on voudrait se mettre. Vous êtes dans l'arène, ce n'est pas à proprement parler comme qui dirait un ring de boxe, mais est-ce qu'on peut vous poser toutes les questions posables, entre les guillemets si vous voulez? Bien entendu, il est possible, dans le principe que toutes les questions soient posées. Cependant, vous ne pouvez pas ignorer que j'ai eu à exercer quelques responsabilités publiques au sein de notre pays qui m'imposent un devoir de réserve sur un certain nombre de sujets, et il me semble que ma conception des affaires publiques m'interdit d'aller dans le détail de certains dossiers dont j'ai pu avoir connaissance et qui d'une manière ou d'une autre pourraient porter atteinte à ce qui est essentiel pour notre pays, c'est-à-dire sa sécurité, son intégrité et surtout ses intérêts dans ses rapports avec d'autres nations. On vous posera toutes les questions et vous aborderez les questions qui, de votre point de vue, vous semblent abordables. Le principe de l'émission voudrait que, face à vous, on ait deux confrères de la presse nationale. Ceux qui ont accepté de jouer ce jeu sont respectivement Xavier Messé. Xavier Messé, bonsoir. Bonsoir David. J'allais dire DP. Vous êtes directeur de publication du quotidien privé Le Mutation, oui, depuis pratiquement un an déjà, ou plus de an. Ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois. 7 mois. Ça se passe bien. Très vite. Mutation est dans les kiosques tous les jours. Et de mieux en mieux, je crois. C'est le seul signe le plus vital que ça se passe bien. À vos côtés, Marie-Noël Guichy. Marie-Noël, bonsoir. Bonsoir David. Vous êtes toujours rédacteur en chef délégué pour le quotidien Le Messager à Yaoundé, ou bien vous avez évolué, vous avez occupé tellement de responsabilités au sein de ce quotidien? Je ne sais plus trop, mais ce qui est sûr, c'est que je suis journaliste au quotidien Le Messager. Les casquettes, rédacteur en chef délégué, assistant du directeur de publication, c'est juste des casquettes. On est d'abord journaliste, on va sur le terrain, on collecte, on traite l'information. Vous y êtes depuis plus de 10 ans. Hein. Une quinzaine d'années, depuis 1997. Je n'ai pas besoin de faire les présentations. Je suppose que vous, tout comme Xavier Messé d'ailleurs, vous connaissez bien le professeur Maurice Kamto. Oui, un peu, mais je vais le découvrir aussi ce soir. Merci à vous qui regardez à la maison. Nous avons pratiquement 90 minutes d'échange. Vous pouvez participer à l'émission. Il vous suffit d'écrire au 81 98. Vous faites un message, vous écrivez l'arène, vous faites votre message, vous posez une question ou une préoccupation et nous allons nous faire le devoir de la relayer ici sur le plateau dans la mesure du possible. À tout de suite. Le principe de l'émission voudrait, professeur Kamto, que dans le premier axe de nos échanges, nous vous donnions la possibilité de réagir en une quinzaine de minutes à quelques questions d'actualité. Sur l'actu, je pose la première question. L'anniversaire du décès du président Ahidjo, l'ancien président de la République du Cameroun, c'était vendredi dernier. La question du rapatriement de sa dépouille se pose toujours. Pour vous, ce devrait être une initiative de la famille ou une initiative de l'État du Cameroun? Peu importe l'initiative, ce qui est important, c'est que Amadou Ahidjo a été le premier président de la République du Cameroun et que, quels que soient les griefs qu'on peut lui opposer, à supposer qu'il y en ait, parce que ce n'est pas à moi de l'établir, mais quels que soient ces griefs, il est, en tant que premier président, partie intégrante du patrimoine national. Une nation, voulais-je dire, un peuple, c'est un ensemble, c'est un tout. L'histoire d'un peuple, c'est ce qu'il y a de meilleur comme ce qu'il y a de pire, et tout cela fait partie de notre histoire. Et il me semble que c'est notre responsabilité nationale collective, celle du peuple camerounais comme celle de ses dirigeants, de s'assurer que celui qui a porté sur les fonds baptismaux la République du Cameroun puisse reposer en terre camerounaise. Vous iriez jusqu'à parler d'obsèques officielles pour lui, après le rapatriement? Ça, ce sont les autorités en charge de la conduite des affaires de notre pays qui doivent en décider. Pour l'instant, ce qui me paraît le plus important, c'est que sa dépouille puisse reposer en terre camerounaise. Mais il fut président de la République, d'accord, mais il appartient tout de même à une famille. Et que le chef d'État actuel avait dit que c'était un problème qui concerne sa famille, qui n'a entrepris aucune action jusqu'ici pour le rapatriement, tout au moins.
Je me garde, et par principe, de me prononcer sur les propos tenus par le chef de l'État, en particulier ceux tenus dans une pareille circonstance. Mais il me semble tout de même que s'il appartient à une famille, il appartient aussi à la nation. Et la question, en l'occurrence, c'est de savoir si nous le retenons comme patrimoine, faisant partie du patrimoine national, indépendamment de toutes autres considérations. Il me semble qu'un chef de l'État appartient plus qu'à sa famille, il va au-delà de sa famille, et il me semble que c'est cela qui devrait nous guider dans notre rapport au rapatriement de la dépouille de l'ancien chef d'État. Ça veut dire, Maurice Kamto, si vous étiez responsable au haut niveau, vous décréterez demain que la dépouille d'Aïdjo rentre aussitôt? Sans hésitation. La loi sur le Conseil constitutionnel est finalement passée à l'Assemblée nationale avec une critique sur les velléités de mainmise du président Biya sur cet organe qui est en passe d'être mis en place. Professeur Kamto, la critique portait surtout sur le fait que le mandat des membres est passé de 9 ans à 6 ans, éventuellement renouvelable. Pour vous, c'est bon ou c'est mauvais pour l'indépendance souhaitée de cet organe? Je dois avouer que je n'ai pas bien compris l'exposé des motifs. Comme vous le savez, tout projet de loi déposé à l'Assemblée nationale est précédé d'un exposé des motifs qui essaie de faire comprendre à la représentation nationale les raisons qui amènent le gouvernement à vouloir qu'une nouvelle loi ou qu'un amendement soit apporté à une loi existante. Et j'avoue que c'était après une longue réflexion que le constituant de 1996 avait voulu que le mandat des conseillers constitutionnels soit de 9 ans non renouvelable, ce qui leur garantissait l'indépendance nécessaire, la durée également nécessaire pour pouvoir exercer en toute indépendance, en toute liberté, voulais-je dire, leur mission. L'idée de renouvellement à l'infini devient systématique dans notre pays. Si pour les fonctions électives on peut le comprendre, il me semble que cela est difficilement explicable s'agissant d'une institution comme le Conseil constitutionnel, où l'on peut espérer que n'y arrivent que des juristes rompus qui auront effectivement le temps d'accomplir un mandat et de pouvoir faire pour la nation ce que l'on attend d'eux. Alors, professeur, certains médias de la place révèlent que le fils du président de la République aurait détourné près de 100 milliards de francs CFA des trésors publics. Et s'il vous était donné d'être dirigeant de ce pays, que feriez-vous de ce cas-là? D'abord, vous me permettrez de dire, en tant que juriste, que je ne me prononce jamais sur des dossiers qui appellent des preuves ou appellent qui sont, comment dirais-je, peuvent être à la base des charges judiciaires sans avoir en main tous les éléments du dossier. C'est périlleux, c'est irresponsable de donner une position définitive là-dessus. Mais il va sans dire que si cela était établi, il est tout à fait normal que les institutions compétentes qui s'occupent de ce genre d'affaires puissent s'en occuper. Seriez-vous disposé à donner un coup de main à certains enquêteurs qui seraient chargés de cette affaire? Je n'ai pas de compétences particulières en matière d'enquête. Oui, il y a l'ambassadeur de France qui a dit vendredi dernier qu'il faut absolument appliquer l'article 66 de la Constitution. On sait que vous avez été par ailleurs géniteur de cette Constitution-là, tout au moins au niveau du projet. On se demande comment vous appréciez cela, cette sortie de l'ambassadeur. Vous me prêtez beaucoup d'influence, je vous en remercie. Il est possible que l'avant-projet de constitution que j'avais rédigé dans les années 70, alors que notre système constitutionnel paraissait bloqué et qui m'a valu d'ailleurs une volée de bois vert à cette époque-là, ait pu de quelque manière inspirer les auteurs de l'avant-projet de constitution de 1996 et le constituant de 1996 en définitive. Mais je dois dire que je ne suis pas le géniteur de la constitution de 1996. Ce que je peux dire, c'est qu'il me semble que toutes les dispositions d'une loi, fût-ce une loi ordinaire ou a fortiori une loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, doivent être appliquées. Il n'y a aucune raison pour que l'on continue de différer l'application de l'article 66 de notre Constitution. Il me semble d'ailleurs que ce serait un des meilleurs moyens
de combattre la corruption et de limiter certaines dérives ou tentations que l'on peut observer chez un certain nombre de gestionnaires des fonds publics. De ce point de vue, vous êtes déçu que cette disposition constitutionnelle n'ait pas été mise en œuvre depuis 16 ans? Dois-je parler de déception? Je me pose plutôt des questions sur les raisons qui justifient que l'on diffère aussi longtemps une disposition qui peut, somme toute, être mise en œuvre assez rapidement, puisque des progrès ont été accomplis à un moment donné. On a passé une loi créant justement la commission qui devait se charger de mettre en application l'article 66. Il s'agit maintenant de mettre en place effectivement les textes réglementaires régissant le fonctionnement de cette commission et de rendre la dite commission opérationnelle. Et pour ça, quand dans le même sillage, la CONAC vient de publier son deuxième rapport, qui est beaucoup plus incisif. Il donne les noms, les responsabilités, mais la CONAC reste confinée dans un rôle d'observateur. Il n'y a pas une harmonie entre la répression que devrait mener la justice et le travail sérieux que la CONAC est en train d'abattre. Il m'est difficile de dire que la justice ne fait pas son travail, en l'occurrence, parce que le temps de la justice n'est pas le temps ordinaire. Nous ne savons pas, je n'ai aucun élément pour savoir si la CONAC a transmis les dossiers à la justice ou pas, et si la justice en a saisi, le juge, que ce soit le parquet ou a fortiori le juge d'instruction, si l'affaire est déjà au niveau de l'instruction, a besoin d'un temps nécessaire pour établir qu'il y a matière à poursuite ou pas. Donc, ne disposant pas d'éléments en la matière, il m'est difficile de dire que la justice ne fait pas son travail, mais je dois avouer que la CONAC, une fois que la CONAC a fait son travail, c'est aux autres institutions de l'État de faire... Mais qui ne le font pas, ils ne font pas du tout. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si vous qui avez l'habitude de mener des enquêtes et peut-être d'interroger les uns et les autres, avez pu faire un tour du côté de la justice pour vous assurer que le dossier n'a pas été porté à les médias ont relayé les résultats de la CONAC, ont publié des noms qui sont des noms très connus. Et il n'y a aucune réaction publique. Mais les médias, ce n'est pas la justice. Les médias ne devraient pas juger, même s'ils en ont la tentation. Encore une fois, il me semble que c'est à la justice et à elle seule. Et pour dire que la justice ne fait pas son travail, il faut que nous nous assurions que le dossier a été transmis à la justice et que la justice reste exercée. Professeur, ce rapport est disponible. Je voudrais savoir comment est-ce que vous l'avez accueilli. Il épingle ce rapport un certain nombre de personnalités. Des noms sont cités. C'est maintenant public. L'ancien ministre d'État Marafa Hamidou Yaya, le professeur Jérém Menouzé, Michel Meva-Meiboutou et bien d'autres. Ils sont accusés d'avoir indûment perçu de l'argent dans le processus d'indemnisation en rapport avec la construction du port en eau profonde de crédit. En tant que citoyen, comment est-ce que vous accueillez ce genre de dénonciation? Évidemment, il faut saluer chaleureusement le travail de la CONAC. C'est remarquable qu'une institution de l'État, une institution publique aujourd'hui puisse effectivement rendre public, mettre en évidence ce genre de délicatesse et que ce soit plus simplement la presse et a fortiori la presse privée que l'on balaye souvent très rapidement d'un revers de la main. Donc effectivement c'est une information que nous devons accueillir positivement dans le cadre de la dynamique de la transparence et de la lutte pour une meilleure gestion des fonds publics. Vous espérez qu'on va aller au-delà de la simple dénonciation? Je m'attends à ce que les institutions de l'État qui doivent agir agissent chacune dans son domaine de compétences. Alors professeur, vous dites un mot sur les tablettes offertes par le ministre des Finances aux députés à la veille du vote du budget. Beaucoup ont pensé à de la corruption. Je ne sais pas dans quel cadre ça s'est fait. Il est évident que le ministre des Finances, comme n'importe quel citoyen camerounais, peut offrir des cadeaux sans que cela soit assimilé à la corruption. Si le ministre des Finances l'a fait sur ses deniers propres et offert, je ne sais pas dans quel cadre, dans le cadre de quel type de relation avec des membres de la représentation nationale, je n'appelle pas cela corruption. Il faudrait que vous me compreniez. Je suis un peu victime aussi de ma formation de juriste. Nous n'utilisons pas les qualifications à la légère. Pour que je dise qu'il y a corruption, il faut que je sois en mesure de soutenir la preuve de la corruption. Donc, il y a pu y avoir des actes
de la part du ministre des Finances. Pour autant, peut-on parler de corruption? Il faut que j'en ai les éléments, je ne les ai pas. À propos des finances, le budget programme est en cours d'expérimentation au Cameroun. Il est passé à l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, c'est l'une des solutions au problème de nomenclature ou d'orientation budgétaire au Cameroun? Est-ce que cette réforme va fermer la bouche à ceux qui ont jusqu'à présent démontré que le budget du Cameroun était une fiction? Non, je crois qu'il y a dans votre question plusieurs aspects. Il y a, si je prends par le dernier aspect, la question de la correspondance des prévisions budgétaires, des prévisions de recettes et de dépenses que l'on appelle le budget de l'État, avec les recettes réelles de la nation, pour éviter qu'en fin d'exercice, il y ait toujours ce décalage entre les dépenses et les recettes. C'est-à-dire qu'un budget qui peut être de l'ordre de 3 000 milliards n'est exécuté en réalité en fin d'exercice qu'à hauteur de 2 500 milliards. Cela veut dire que nous n'avons pas fait de bonnes prévisions et que le budget était quelque part un peu fictif ou en tout cas pas sérieux. Donc ça, il faut bâtir un budget réel sur la base de ce que les données statistiques prises sur une certaine période nous permettent d'espérer comme étant les recettes sûres de l'État. Donc ça, c'est un premier aspect. Et je ne sais pas si le budget actuel corrige ces défauts qui a été mis en évidence depuis plusieurs années déjà. Et puis il y a l'aspect de programmation budgétaire, ce qu'on appelle le budget programme. Au fond, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour ceux qui ont fait un peu de finances publiques, c'est une technique budgétaire que l'on connaît depuis au moins 50 ans. La vérité, c'est que nous faisions un budget annuel. Le défaut d'un budget strictement annuel, sans possibilité de report des recettes sur l'exercice suivant, c'est que si vous aviez une activité, par exemple un chantier à réaliser, calé sur une tranche budgétaire, et qu'en fin d'exercice vous ne l'aviez pas réalisé, vous ne pouviez pas continuer le chantier si les prévisions budgétaires de l'année suivante n'intégraient pas ce chantier. Du coup, il y avait des chantiers abandonnés et des chantiers inachevés. La formule actuelle de budget programme est allée sur 3 ans, qui est la moyenne, la durée moyenne pour réaliser un chantier de travaux publics par exemple, c'est que ça donne maintenant une vision suffisante à l'État de prévoir suffisamment de recettes pour pouvoir réaliser le chantier jusqu'au bout. Mais cela étant dit, il ne suffit pas qu'il y ait un budget programme pour que ce soit un bon budget. Si vous voulez, on pourra revenir là-dessus un peu plus tard dans les débats. Professeur, puisque nous sommes dans l'actualité, je voudrais citer quelqu'un ici, dans une interview accordée au journal Mutation. Le professeur Konchou Komeni a dit exactement ceci de vous. Je l'ai toujours cru plutôt proche du SDF. Je l'ai par la suite compté parmi les opposants qui ont rejoint le président Paul Biya. Il vient de prendre la tête d'un parti politique. Au début des années 80, il défendait l'idée de la distanciation de l'intellectuel vis-à-vis des politiciens. D'où ma surprise et mon étonnement de le voir par après, plus tard, dans la proximité de Paul Biya, et aujourd'hui, il est à la tête d'une obédience politique. Les revirements successifs du ministre Kamto me semblent quelque peu embarrassants dans la mesure où ils traduisent un important déficit de fidélité, de loyauté et en conséquence de crédibilité. Il ne vous a pas caressé. Qu'est-ce que vous en dites? J'attends pas qu'on me caresse, le problème n'est pas là. J'aurais pu tenter ici une métaphore, mais que je n'ose pas parce que c'est une émission sérieuse et de grande écoute. Donc j'attends pas que qui que ce soit me caresse. D'ailleurs, je pense que je me satisfais très bien de ce que je fais là où je fais. Je crois que ce qui est important, la première chose, c'est... Vous ne paraissez pas surpris que ça vienne de lui, le professeur Augustin Konchou Komeni? Je ne suis surpris que ça vienne de personne. Je suis un homme public. Il est tout à fait normal que chacun ait son opinion sur moi et sur ce que je fais. Je crois que ce qui est en revanche extrêmement important, c'est que les gens disent exactement la vérité. Et ce qui peut être gênant dans l'extrait que vous venez de lire, c'est qu'il y a plusieurs contre-vérités. La première, je prends un peu dans l'ordre que vous avez indiqué, c'est qu'on m'a cru proche du SDF.
Ce qui est embêtant, on essaie de colporter cette idée depuis de nombreuses années. Ce qui est embêtant, c'est que notre éminent collègue ne dit pas sur la base de quoi il peut formuler cette assertion. Si c'est en raison de ma participation à la campagne de 1992, je tiens à rappeler qu'en 1992, j'ai fait campagne dans le cadre de l'Union pour le changement et non pas dans le cadre du SDF. L'Union pour le changement était une vaste dynamique de force au Cameroun, partis politiques, organisations de la société civile et personnalités indépendantes. Et le SDF faisait partie de cette union. Mais si le SDF en faisait partie, d'autres formations politiques en faisaient partie. Je ne sais pas pourquoi on en conclut que j'étais proche ou membre du SDF, alors qu'on aurait bien pu dire à l'époque que j'étais membre, je ne sais pas moi, de l'UNDP. Il me semble que l'UNDP était aussi dans cette dynamique, sauf si je me trompe. En tout cas, même si ce n'est pas l'UNDP, il y avait d'autres forces politiques. Donc ça, c'est la première chose. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique avant le MRC, ni du SDF, ni du RDPC, ni de quelque autre parti politique que ce soit. Même quand vous étiez au gouvernement. Avant le MRC. Même quand j'étais au gouvernement, il me semble que sur le plateau d'un de vos confrères, sinon celui-ci, si j'ai bonne mémoire, si j'ai cru entendre le secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais répondre à un de vos confrères pour dire que je n'étais pas membre du RDPC. Donc c'est, je crois, l'une des voies les plus autorisées de ce parti-là. Donc je n'étais pas membre du SDF hier, je ne le suis pas devenu entre-temps. Je ne sais donc pas pourquoi notre collègue a voulu faire cet amalgame. Mais il est quand même remarquable qu'ils disent que voilà, il a cru que j'étais des opposants qui avaient compris. Mais qui avaient compris quoi? Je suis un citoyen camerounais qui de façon constante a un seul souci, c'est de se mettre au service de son pays. Et chaque fois que j'ai été interpellé là-dessus, j'ai répondu positivement. Alors quand on se met au service de son pays, aujourd'hui, on est fidèle. Lorsqu'on pense qu'il y a lieu à des accords et qu'on peut réfléchir et penser autrement, on est infidèle. Mais c'est infidèle à quoi? La deuxième contre-vérité, c'est que, et pour un universitaire respecté, la citation est inexacte, elle n'est pas bonne. J'ai tenu les propos entre l'intellectuel et le pouvoir, le rapport de l'intellectuel au pouvoir, la distanciation, c'est le terme que j'avais utilisé. Voilà. Et il suffit de retrouver cela dans le journal Le Messager, dans lequel j'avais dit cela pour la première fois, puis dans mon livre L'urgence de la pensée, d'abord à la page 112, puis à la page 114. À la page 112, je dis très clairement, je cite de mémoire, vous m'excuserez si ce n'est pas tout à fait fidèle, que l'intellectuel doit garder une distanciation vis-à-vis du pouvoir qu'il doit construire comme un objet d'observation s'il veut étudier le pouvoir rationnellement. N'oubliez pas le contexte dans lequel je disais cela. C'était suite à un débat que j'ai eu par le Messager, par la presse interposée, à la suite de la chronique que j'ai fait de l'ouvrage d'un de mes collègues universitaires philosophes à l'époque. Et je voulais dire, s'il voulait parler de pouvoir, dans sa posture de philosophe, il était nécessaire, me semble-t-il, qu'il ait le pouvoir comme objet scientifique. Et il pouvait et il ne peut avoir le pouvoir comme objet scientifique que s'il crée une distance d'observation entre lui et le pouvoir. Mais à la même page, je dis distanciation, non pas opposition. Pourquoi on ne cite pas fidèlement? Surtout que dans l'extrait que vous citez, mon éminent collègue a mis cela entre guillemets, ce qui veut dire qu'il revendique une certaine fidélité dans la citation, dont il transcrit mes propos, alors que c'est tout à fait inexact ce qu'il fait. J'ajoute qu'à la page 114, je dis l'intellectuel ou le penseur doit tracer le sillon dans lequel l'homme politique doit marcher, sauf s'il se décide
de le faire lui-même, d'agir lui-même en passant à l'action. Donc il n'y avait pas une césure dans ma compréhension entre l'intellectuel et son aptitude à se mettre dans l'action politique. Donc je recite les pages, si on les a oubliées, chacun peut vérifier, c'est la page 112 et la page 114. Je voudrais qu'on va prendre Amelga tout à l'heure pour explorer vos préférences. Je vois que l'adrénaline monte un tout petit peu. Donc en 1985, vous allez me corriger si je me trompe, Hubert Mounoudjana commet un livre intitulé Autour de l'idée sociale chez Paul Biya, c'était en 1985 ? Il me semble. Alors, Pius Njahwe, qui a l'ouvrage du professeur Hubert Mounoudjana, Hubert Mounoudjana le supplie pratiquement de faire la note de lecture par vous. Vous acceptez et vous faites une sorte de pamphlet. J'ai souligné l'un des passages. Vous dites que Hubert Mounoudjana est un intellectuel qui est devenu un chanteur de cantiques. Fin de citation. C'était violent, professeur. Ce que vous avez appelé pamphlet n'est pas dans ma note de lecture. C'est dans l'échange qui a suivi la note de lecture. C'est lorsque mon collègue philosophe avec qui j'ai, je crois, des rapports personnels tout à fait courtois, d'abord a insinué que ma chronique et surtout nos échanges par voie de presse interposée avaient pu être rédigés par d'autres et que je n'avais fait qu'endosser et citer. Comme si j'étais incapable moi-même de faire effectivement une critique de son ouvrage, mais bien plus. Il me traite dans un des échanges de petits pics de la Mirandole. Vous voyez, j'ai encore mémoire de souvenir de cela. Quand on traite de pic de la Mirandole, et je lui ai dit qu'il valait mieux être un petit pic de la Mirandole qu'une ombre rabougrie de Joseph Staline. Est-ce que ce ping-pong qui vous a permis de faire beaucoup de critiques sur le régime de Yaoundé, est-ce que vous regrettez un peu des propos que vous avez tenus à l'époque? Est-ce que ça vous arrive de penser qu'à l'époque vous étiez allé trop loin dans la critique du régime de Yaoundé? Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que vous M. Atenkem, je m'attendrai à ce que vous dites, vous avez dit ceci dans votre note de lecture de l'ouvrage de Mounoudjana. Au fond, qu'est-ce que je dis à mon collègue à l'époque? Parce que vous avez jusqu'à présent omis de citer l'intitulé de son ouvrage, c'était l'idée sociale chez Paul. L'idée sociale chez Paul. Voilà, et je m'attendais à ce que, effectivement, il expose la vision sociale du chef de l'État et qu'à l'occasion, il nous dise voici, il y a quelques premières actions qui vont dans ce sens où il faut que nous attendions de voir. Je lui disais, il faut attendre de voir. Peut-être que le président de la République, à travers un certain nombre de discours, a formulé des idées sur le plan social. Mais il est prématuré de commencer à faire comme si c'était déjà mis en œuvre. Donc, d'où l'idée de distanciation. Il faut que nous prenions de la distance pour voir ce que cela va donner afin de porter un jugement final. Donc, si dire cela, c'était faire une critique acerbe, je crois que je ne regrette absolument rien. Au demeurant, je voudrais terminer par là, au demeurant, on oublie tout le temps cela. Mais c'est mon devoir de rappeler cela à vos téléspectateurs et à l'opinion nationale qui nous regarde ce soir. J'ai été le premier à écrire, peu de temps après mon retour au Cameroun, un article que Cameroun Tribune avait refusé de publier à l'époque, sous la direction de mon ami et regretté Henri Bandolo. Je dis mon ami, et c'est pas une clause de style, on était assez proches, on se connaissait en dehors des fonctions officielles. Et cet article disait quoi? Cet article, c'était N'enchaînons pas Paul Biya, c'était l'intitulé de l'article. Parce que si vous prenez les premiers discours du président de la République dès sa prise de pouvoir 82-83, le cap c'est la démocratie et la liberté. J'observais que tout ce qui était fait allait à l'encontre de cela. Et c'est pour cela que je disais n'enchaînons pas. Et d'ailleurs le titre final de l'article sera N'enchaînons pas Prométhée. Et cet article avait été publié finalement par le Messager, par Pius Njahwe, que je croiserai tout à fait par hasard. Et un de nos amis communs nous présente, et je lui dis j'ai un papier. Il le lit, il dit oh c'est trop intellectuel, c'est trop universitaire, ça mon journal ne peut pas, mes lecteurs ne comprendront rien. Je lui dis c'est précisément l'occasion d'élargir votre lectorat
en ayant un article qui parle d'autre chose que ce que vous publiez tous les jours. Et si vous voyez la rubrique forum, il a été créé, le premier article publié dans Forum, dans le Messager, c'est cet article-là. Donc j'ai incité déjà effectivement à soutenir l'action que je percevais être une action positive pour la libéralisation et la démocratisation du pays. Si entre-temps j'estimais qu'il avait formulé des idées sur le plan social, mais que l'on demandait à voir, c'était pas faire une critique acerbe, au point où l'on puisse regretter aujourd'hui ce qu'on a dit à cette Une question rapide de Marie-Noël et puis on va recevoir... Oui, professeur, vous avez participé à l'Union pour le changement. 20 ans après, on constate quand même que c'était un cuisant échec. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas si c'était un cuisant échec. L'Union pour le changement, c'était pas un parti politique. C'était une dynamique. Qui aboutit à quoi aujourd'hui? Qui aboutit au résultat que l'on connaît en 1992. C'est que, quel que soit le bout par lequel on prend l'élection présidentielle de 1992, que ce soit la thèse de victoire volée du candidat Foundi, ou le résultat officiel, on doit quand même constater que il était dans un écart de 3 à 4 points. Et donc vous ne regrettez pas d'avoir... Entre le président élu et lui qui venait en deuxième lieu, ce qui montre qu'il y avait une vitalité extraordinaire, puisque depuis là on n'a jamais pu eu un résultat semblable. Et deuxièmement, l'Union pour le changement a créé une dynamique qui a donné les résultats que nous connaissons aux législatives de 1992, qui a donné la victoire à l'opposition, n'est-ce pas? Et que l'opposition a géré comme elle a géré. Et donc vous ne regrettez pas votre participation à cette discussion? Non, absolument pas. Je pense que c'était de salubrité publique. Je vais vous, alors puisque nous sommes dans cette séquence, je vais vous dire, j'ai dit à l'époque à un certain nombre de collègues et amis, j'ai dit si nous ne prenons pas position à l'occasion de cette élection, alors il faudra nous taire à jamais après cette élection. Parce que nous ne pouvons pas, dans nos salons tous les jours, faire des analyses, dire que les choses ne marchent pas très bien, et nous taire au moment où nous pouvons nous exprimer pour fixer le cap que nous devons suivre tous ensemble. Et c'est dans cette dynamique, dans ce contexte que je me suis exprimé à l'époque. Je ne regrette absolument rien à cet égard. On va marquer une transition. Juste après, on tournera une légère page de publicité. Après, on recevra Amenga. À tout de suite. Chez Orange, nous savons ce que c'est que de se retrouver en panne de crédit à un moment critique. Avec SOS Crédit, composez le dièse 133 dièse et nous vous fournissons 250 francs de crédit en urgence pour continuer d'appeler vos proches, quel que soit leur opérateur. Le dépannage change avec Orange. La vie change avec Orange. Amenga, bonsoir. Bonsoir, David. Je vous laisse avec l'invité pendant 5 minutes. Nous sommes dans les préférences de professeur Kanto. D'accord. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Vous êtes détendu? Est-ce que je donne l'air de quelqu'un qui est stressé? Non, peut-être pas. Bah, vous prenez ce que vous voyez. Ah, merci. Vous étiez à l'église aujourd'hui, son dimanche? Non. Vous n'y allez pas souvent? J'y vais souvent, mais j'y étais pas aujourd'hui. Vous êtes catholique, pratiquant, ou alors... Si vous avez eu, j'allais dire, la finesse, et je dirais même en allant très loin, parce que après tout, mes convictions religieuses m'appartiennent. Et
ça ne fait pas partie de la vie publique, mais puisque vous avez annoncé cela dans le portrait que vous avez bien voulu dresser de moi au début de l'émission, vous avez vu que je n'ai pas contesté, donc je suis chrétien catholique. Voilà, qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Vous avez pris quoi lors de votre déjeuner? J'aime pas dire mes préférences alimentaires. Ah bon? Non. Pourtant vous avez accepté, vous avez promis de nous dire, répondre à nos questions. Oui. Donc vous choisirez alors les questions auxquelles vous répondrez. C'est ça. Voilà. Alors, quel souvenir fou avez-vous de votre enfance? C'est-à-dire le souvenir qui vous réchauffe le cœur quand vous en pensez? Non, c'est d'une enfance, je crois, assez libre, où on pouvait, avec des bandes de copains, gambader dans la nature, chaparder à l'occasion quelques oranges ça et là, dans les champs, mais c'était une enfance plutôt joyeuse et assez tranquille. Alors quel est le moment de la journée que vous aimez le plus? Pour vous dire la vérité, je travaille tout le temps, donc je ne sais pas si... Enfin, vous n'avez pas un moment, une pause, thé ou café qui vous aide à vous détendre? Dans la journée, à vrai dire, non. Non. Et dans la nuit alors? Dans la nuit, je dors comme tout le monde quand je peux trouver le sommeil. Il arrive que je travaille tard aussi la nuit. Alors professeur, pourquoi vous êtes si méticuleux? Vous pouvez expliquer cela? Vous êtes très méticuleux. Dans mon métier, c'est une exigence. Dans mon métier d'enseignant, mais également de praticien du droit, c'est une exigence. D'enseignant d'abord parce que vous transmettez un certain nombre de connaissances à des apprenants, et si vous avez le souci d'une bonne formation des apprenants, vous devez avoir à cœur d'être assez précis dans ce que vous faites. Et l'enseignement du droit n'est pas comme un autre type d'enseignement, parce que vous pouvez commettre une erreur dans d'autres types d'enseignement, peut-être sans trop grandes conséquences, mais en droit, vous déformez l'étudiant dès le départ. Donc il faut être méticuleux. En tant que praticien, encore plus, parce que si vous n'êtes pas rigoureux et exigeant, vous pouvez compromettre les intérêts de votre client très facilement. Alors il y a certaines personnes qui disent que vous êtes méticuleux parce que vous organisez des mondanités à distance, c'est vrai? Mondanités à distance? À distance, oui. Est-ce que vous pouvez... Certaines petites fêtes, vous les commandez à distance, vous invitez des gens, vous faites de la fête. Vous pouvez m'aider à mieux comprendre cela, parce que... Des gens disent oui. Que vous êtes méticuleux, oui. Parce que vous cachez beaucoup de choses que vous faites. Oui. Ah oui, par exemple, vous invitez des filles. Oui, c'est ce que les gens disent. Donc, moi, je voudrais savoir, juste comme ça, oui. Ceux-là doivent en connaître les lieux et ceux qui participent à ces réjouissances. Alors, vous vivez avec votre épouse et vos 5 enfants chez vous. Oui. Une énorme villa à Santa Barbara. Vous êtes riche? Je vis dans ma demeure. Est-ce le signe que vous êtes riche ou alors... Je ne suis pas pauvre. Ça veut dire que vous êtes riche? Ça veut dire que je suis ce que je suis. C'est-à-dire que j'ai essayé de gagner ce que j'ai pu gagner dans ma vie à la sueur de mon front, et j'essaye de vivre tout à fait normalement comme un Camerounais ordinaire. Alors, Monsieur Kamto, vous avez 58 ans aujourd'hui. Oui. Vous arrive-t-il d'avoir des relations amoureuses avec une X ou une Y? Qu'est-ce que ça veut dire? Des relations extra-conjugales. Vous arrive-t-il d'avoir des petites amies? Non. 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 J'ai pu en avoir avant mon mariage comme tout le monde. Oui. Et vous agissez comment quand une fille vient vous déclarer sa flamme? Lorsqu'elle vient vers vous, elle vous dit: Monsieur Kamto, je vous trouve galant, je vous aime bien. Comment vous réagissez? J'ai pas encore eu la chance d'être abordé de cette... Et si cela arrive, comment est-ce que vous allez réagir? On gérera ça quand cela arrivera. Alors vous êtes un homme politique, vous arrive-t-il d'aller en boîte de nuit comme beaucoup d'hommes politiques qu'on connaît ici au Cameroun? J'étais avec mes amis et mes copains, quand nous étions étudiants, assez présents dans les boîtes de nuit, surtout les week-ends quand nous avions accompli notre semaine à l'université. Mais je dois avouer que depuis que je travaille, et en particulier depuis que je suis marié, j'y vais très rarement. Vous vous couchez à quelle heure? J'ai pas d'heure. Tant que j'ai un travail que j'ai pas fini, il
peut m'arriver de me coucher à 5 heures comme à 1 heure. Et aujourd'hui, vous en avez terminé avec le travail. Après l'émission, vous en aurez terminé avec le travail. Si je me sens assez de force, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Si je me sens assez de force, je travaillerai encore 1 ou 2 heures avant de dormir. Alors je vous souhaite bonne nuit. J'en ai terminé. Merci David. Merci Armel. Passez une excellente soirée pour ceux qui en restent. Professeur Camteau, on rentre dans le tous contre un. Entre-temps, vous avez intégré le gouvernement, c'était en 2005 en 2004, autant pour moi. 8 décembre 2004. Certains considèrent cette option comme une trahison. Ça l'est ou pas pour vous? Alors, on parlait tout à l'heure de mon éminent collègue et politiste qui a parlé de trahison ou de manque de fidélité me concernant. Parce que je serais allé vers Frundi ou parce que j'aurais accepté de militer et d'être porté à la tête du MRC. Vous voyez, dans ce sens-là, on a parlé de trahison. Et maintenant, parce que je suis entré au gouvernement en 2004, on parle également de trahison. Donc, d'abord, je ne sais pas qui je trahis, ni qu'est-ce que je trahis. Qui vous contacte en 2004 pour que vous entriez au gouvernement? Le président de la République en personne, ou bien il a envoyé un de ses proches? Cela se fait suivant des procédures qui sont bien connues au sein de l'État et dans lesquelles je n'ai pas besoin d'entrer ici. Le fait est que je suis entré au gouvernement, j'ai bien dû être contacté par quelqu'un, peu importe. Oui, certaines langues disent que c'est Jean-Marie Atandamé-Bara qui vous fait entrer au gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Il me fait entrer au gouvernement. Il a favorisé votre entrée au gouvernement. Alors, il se peut, mais je sais que j'ai été nommé. Vous avez quelle relation avec... Je sais que j'ai été nommé au gouvernement par le président. Il est aujourd'hui en prison. Est-ce que vous allez souvent lui rendre visite? Non, je ne lui ai pas rendu visite. Vous avez quelle relation à l'époque? Vous avez quelle relation aujourd'hui? Jean-Marie Atandamé-Bara. Non, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que je crois que il a été un des meilleurs ministres de l'enseignement supérieur de ce pays. J'ai gardé d'excellents rapports avec lui. Déjà quand il était ministre de l'enseignement supérieur, et puis lorsqu'il était secrétaire général de la présidence de la République, j'ai eu à travailler avec lui sur un certain nombre de dossiers d'État lorsque il m'a été donné d'y contribuer. Et maintenant qu'il est en prison, vous n'allez pas lui rendre visite? Non, je ne suis pas allé lui rendre visite. Pourquoi? On peut comprendre? Je n'étais pas obligé d'aller lui rendre visite. C'est tout. Xavier Messé. Oui, professeur Camteau, récemment encore, il y a un journal occidental qui a publié un article abondamment relayé par la presse locale et qui faisait un rapprochement entre votre appartenance à Brain Trust Consulting et le marché de toilettage, n'est-ce pas, du système judiciaire Cameroun que ce cabinet a remporté. Et on a avancé des mots tels que délit d'initié, et vous êtes resté un peu de marbre sur cette question. Oui, vous comprendrez que je reste de marbre devant beaucoup de choses, parce qu'on m'accuse de beaucoup de choses. On ne m'a pas accusé que de cela, mais commençons, si vous le voulez bien, par cette question-là. Il me semble que ce média dont vous parlez, ou ce support dont vous parlez, dont vous ne prononcez pas le nom, on ne le prononce pas. La lettre du continent. Bon, c'est la lettre du continent. Je l'ai lu et il parlait de 62. On ne disait pas, ils n'ont pas parlé de délit d'initié. Ils ont dit que j'ai détourné 60 millions d'euros qui étaient affectés à la réforme du système judiciaire camerounais. Et je suis heureux, en même temps intrigué que ce soit le directeur de publication de Mutation qui a rendu cela public sur la scène nationale qui m'interpelle, parce que il a annoncé que j'étais susceptible d'être pris dans l'opération Épervier pour détournement de 39 millions de francs CFA. J'ignore là où la lettre du continent a pris le chiffre de 60 millions d'euros, tout comme j'ignore là où le directeur de publication et le rédacteur en chef de Mutation a trouvé le chiffre de 39 millions de francs CFA. 60 millions d'euros, c'est près de 40 milliards de francs CFA. 39 millions de francs CFA, je ne sais pas à quoi ça correspond. Dans tous les cas, aucun de ces chiffres n'est exact. Il me semble qu'en
suivant un peu les débats sur Internet, j'ai remarqué que quelqu'un avait publié malicieusement, sans doute pour rappeler les uns et les autres à l'exactitude des chiffres, un document indiquant que la réforme du système judiciaire avait bénéficié d'un fonds FED de 17 millions d'euros. 17 millions d'euros. Et vous savez que le financement FED, Union européenne, il y a pour les décaissements, il y a un ordonnateur national qui est le ministre de l'économie et des finances. Donc même s'il y a un ministère qui est bénéficiaire des fonds, l'ordonnateur national, c'est le ministre de l'économie. Est-ce que le cabinet Brain Trust, qui est votre cabinet, a gagné ce marché ou pas? Lequel? Brain Trust. Oui, mais lequel? Quel marché? Le marché de toilettage du système judiciaire au Cameroun. Qu'est-ce que c'est le toilettage du système judiciaire? Il fallait relire les textes, le code pénal. Je vais vous dire très exactement ce que Brain Trust a gagné comme marché. Oui. Le cabinet Brain Trust a gagné un marché d'élaboration, pas de relecture ou de toilettage, d'élaboration d'un code civil, d'un code de procédure civile et de refonte du code pénal camerounais. Voilà le marché que le cabinet Brain Trust a gagné. Je voudrais rappeler que c'est un marché sur appel d'offres publiques, ce n'est pas un marché de gré à gré. Que c'est un marché donc qui a suivi les procédures normales d'attribution, de passation des marchés publics. Qu'il n'était pas le seul candidat, puisque les concurrents ont participé, d'après ce que l'on m'a dit. Je dis d'après ce que l'on m'a dit. Parce que vous n'étiez pas là? Non seulement parce que j'étais pas là, mais parce que je ne fais pas partie de la commission de passation de marché du ministère de la Justice. Il a un président et des membres qui sont connus. Et j'ai dit que l'on m'a dit, parce que la période où on passait ce marché, j'étais absent du Cameroun pendant près de 3 mois. Parce que c'est exactement la période où j'étais à l'extérieur pour la campagne en vue de mon élection à la Cour internationale de justice. J'étais d'abord à la francophonie au Canada, avant de me rendre à New York aux États-Unis, où j'ai séjourné pendant tout le mois de novembre, tout le mois d'octobre jusqu'en novembre, avant de retourner au Cameroun. Et lorsque je suis retourné, on m'a effectivement rendu compte que le cabinet Brain Trust avait été adjudicataire de ce. Est-ce que vous avez apprécié ou pas? Je n'ai pas apprécié ou pas, dès lors que je ne vais pas rentrer. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de dossiers d'État dans lesquels je n'entrerai pas en détail. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas apprécié ou pas, c'est à ceux qui attribuent le marché de s'assurer que celui qui a gagné le marché l'a gagné suivant les règles de l'art et en respect total des procédures de passation du marché. Alors, à qui vous attribuez cette dérive d'information? Il y a des gens qui vous en veulent? J'ignore. Vous gênez des gens? Je ne sais pas, il se peut. Mais c'est quand même curieux qu'il y ait effectivement autant d'acharnement, autant d'attaques. On saura probablement un jour ce que tout cela a caché. Alors, professeur, il y a certains de vos anciens collègues du gouvernement qui croupissent aujourd'hui en prison dans le cadre de l'opération Épervier. Beaucoup pensent qu'il s'agit tout simplement d'un instrument créé pour faire taire tous ceux qui auraient des ambitions présidentielles. Est-ce que vous pensez que vous partagez l'avis de ceux-là? Il faut regarder si l'opération Épervier est sincère pour vous. Qu'est-ce que c'est que la sincérité d'une opération judiciaire? La sincérité d'une opération judiciaire est établie lorsqu'il y a des faits probants et sur la base desquels la justice prononce ses décisions. Si les condamnations qui ont été prononcées dans l'opération Épervier jusqu'à présent ne sont pas fondées en droit, les procédures d'appel existent. Il y a la Cour d'appel, il y a la Cour suprême, qui ont chacune à son niveau le pouvoir de réformation d'une décision rendue par une juridiction. Pour cela, vous faites confiance à la Cour suprême? Je fais entièrement confiance à la justice de mon pays. À ce propos, vous avez été à l'ombre du ministre de la Justice pendant un bon bout. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être un peu à l'ombre alors que vous aviez tout à fait le profil, pourquoi pas, d'un ministre de la Justice? Qui parle d'ombre? Qui vous a dit que j'étais à l'ombre? Vous étiez ministre délégué.
Et être ministre délégué, est-ce être à l'ombre? Vous aviez le pouvoir de décider? On n'est pas utile simplement quand on peut décider. On peut être utile pour les idées que l'on amène. Encore un mot sur ce passage au gouvernement. Vous démissionnez à fort renfort de publicité politique, on va le dire, avec une lettre qui est publiée dans les principaux quotidiens de la place. Est-ce qu'en le faisant, vous avez pensé à la personne qui vous a nommé le président de la République? Il devrait considérer votre démission comme une trahison. Décidément, c'est un terme qui est très prisé dans le champ politique camerounais. Vous me demandez si j'ai pensé à lui. Oui. Dans quel sens? Quand vous écriviez votre lettre de démission. démission. Oui, dans quel sens? Quelqu'un vous a fait confiance et un beau matin, vous décidez de ne plus faire... Merci de son gouvernement. Oui. C'est une trahison. Trahison de quoi et de qui? J'ai du mal à comprendre. La confiance placée en vous. Oui, mais quand on... Vous auriez pu attendre qu'il fasse le remaniement et qu'il ne vous reconduise pas à vos responsabilités. Et dans ce cas, qui aurait trahi qui? À ce propos, beaucoup pensent que vous auriez eu vent de ce que vous n'allez pas être reconduit au gouvernement et pour éviter l'humiliation, vous avez décidé d'anticiper. Lui, si c'est le cas, il faut donc me créditer de quelque intelligence. Au fait, qu'est-ce qui vous fait partie de ce gouvernement? Je l'ai dit surabondamment dans la lettre de démission. Oui, non seulement dans la lettre de démission, mais plus encore dans un document qui était en fait le texte de la conférence que je voulais faire en février après ma démission et qui avait été interdit par le préfet de, je crois que c'était Yaoundé 6 ou 7, enfin, ça devait être dans un hôtel de Yaoundé et le sous-préfet, pas le préfet, le sous-préfet de l'arrondissement du ressort de l'hôtel l'avait interdit. Mais la presse... Pour ceux qui n'ont pas suivi à l'époque, vous le dites en quelques mots, c'était quoi les raisons de votre démission? On a rendu abondamment compte. Pour ceux qui n'ont pas suivi à l'époque, je l'ai pris respectueusement de se reporter aux nombreux journaux qui ont publié cela. Beaucoup de Camerounais ne lisent pas, mais ils peuvent au moins vous écouter ce soir. Ils sont très nombreux à vous regarder ce soir. Ils peuvent se faire assister s'ils ne lisent pas parce qu'ils ne peuvent pas lire le français ou l'anglais parce que c'était dans les... En fait, au début de cette émission, vous avez dit votre silence depuis votre démission était stratégique. Mais pendant ce temps, on a quand même vu que vous écriviez beaucoup dans les médias. À qui vous destinez vos messages? L'élite intellectuelle, le Camerounais lambda, pour qui parlez-vous? D'abord, j'ai jamais dit que mon silence était stratégique. J'ai dit que c'était un silence de recul pour réfléchir à ce que j'allais proposer comme offre aux Camerounais. Deuxièmement, alors de deux choses l'une, où j'écris trop dans les médias et donc on sait très bien ce que je pense et ce que je fais, où je n'écris pas assez. Mais on ne peut pas me reprocher tout et son contraire. Qu'est-ce que j'ai publié dans les médias? J'ai publié, depuis que je me suis retiré du gouvernement, j'ai publié un texte expliquant pourquoi je suis parti du gouvernement. C'est le texte dont je parlais tout à l'heure. Et le deuxième texte que j'ai publié, c'est le discours ou l'allocution que j'ai prononcée à l'occasion de la convention lancement du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce que vous pouvez revenir pour dire en 2 ou 3 mots pourquoi vous êtes parti du gouvernement? C'est parce que vous vouliez fonder votre formation politique et être opposant? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que être opposant? Ce n'est pas un métier. Je vous dis, vous mettre dans la perspective des prochaines présidentielles, la prochaine présidentielle en 2018, pourquoi pas? On aime beaucoup les anticipations dans notre pays. Je pense qu'en politique, on ne saute pas les étapes. Et ce que nous faisons, c'est d'abord d'organiser avec l'aide de nos camarades, de nos amis, une formation politique capable de faire une offre politique crédible aux Camerounais. Ensuite, de faire connaître cette offre politique en essayant que les Camerounais se l'approprient. Et troisièmement, de parler de l'échéance nationale. Et je crois qu'avant de parler d'échéance présidentielle, il y a d'autres échéances. Si j'ai bien compris, on peut penser qu'il y aura une échéance l'année prochaine. Donc je ne vois pas pourquoi. L'échéance de 2018 est une échéance importante, mais elle est un peu lointaine. Réglons d'abord ce que l'on doit régler aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on peut revenir 30 minutes, nous implorons la concision du Est-ce qu'on peut revenir sur c'est un temps fort de votre vie politique, c'est le moment où vous êtes parti
récupéré le territoire, si on peut utiliser l'expression, Bakassi. Vous portiez le drapeau du Cameroun et vous avez une lourde responsabilité sur vos épaules. Est-ce que ce n'est pas ce moment précis qui vous a dit mais pourquoi pas? Et vous avez donc décidé d'entrer en politique en profondeur. Vous pensez que le fait pour un soldat de participer au front à la défense de l'intégrité et de l'indépendance de son pays lui inspire des rêves ou lui fait avoir caressé des rêves de je ne sais quelle grandeur politique? De prendre des galons davantage, oui. Prendre des galons, c'est peut-être une chose. Soldat, oui. Oui, mais c'est peut-être une chose. Mais rêver, comme vous le dites, d'une carrière politique ou d'être président de la République, si c'est ça qui est le déclencheur, je trouve que c'est bien peu. À la fois grand et bien peu. Parce qu'un soldat, je vais vous dire une chose, en souvenir d'une citation d'un capitaine de l'armée américaine, lorsque l'armée des États-Unis combattait l'occupant britannique. J'étais un soldat dans Bakassi et il disait j'étais un soldat, je regrette si j'avais à offrir ma vie pour le Cameroun, je regretterais une seule chose, c'est de ne pas avoir plusieurs vies. On va prendre rapidement des questions de téléspectateurs. C'est quoi l'offre politique du MRC à l'électorat? Moi je prolonge un peu cette question. Vous dites que vous voulez faire la politique autrement. Vous mettez quoi dans autrement? C'est du déjà entendu. Je ne sais pas si c'est déjà entendu, mais vous verrez que ce n'est pas du déjà fait. Et nous avons commencé à le faire à travers la manière dont nous avons créé et organisé notre parti politique. Je peux aujourd'hui dire que nous sommes le seul, l'unique parti politique qui limite le mandat du président national du parti. 2 mandats. Un mandat renouvelable 2 fois. Nous le limitons dans nos statuts. Je pense ça veut dire que vous n'avez pas plus de 10 ans à passer à la tête du MRC. Je pense qu'en dehors de nous, partout où il y avait des limitations dans ce pays, cela a sauté. Nous le disons et nous tiendrons parole. Nous sommes le seul parti, nous sommes le seul parti, l'unique, qui a une jeune Camerounaise de 20 ans, Sandrine Esso, qui est présidente de l'organisation des jeunes du MRC. Nous sommes le seul parti qui intègre les jeunes à un niveau élevé des structures dirigeantes, non pas d'une organisation annexe, mais du parti lui-même, avec vocation, si demain il le peut ou elle le peut, de devenir le président du parti. Je pense à l'une des vice-présidentes de notre parti, Madame Asta Haman, âgée de 22 ans. Nous sommes le seul, l'unique parti politique à avoir fait discuter et adopté par notre convention notre projet de société, notre vision, qui a été mis à la disposition de l'ensemble de la presse nationale et internationale. Nous sommes le seul, l'unique parti politique au Cameroun qui a intégré des personnes vivant avec un handicap dans les structures dirigeantes de notre parti. Il y a en l'occurrence M. Sileni qui est un de nos conseillers. Nous sommes le seul, l'unique parti politique qui associe intellectuels et les Camerounais ordinaires qui exercent d'autres métiers, comme notre conseiller Saliou, qui est commerçant. Certains vieux routiers de la politique qui vous écoutent maintenant disent que c'est un bleu qui parle, que vous allez bientôt changer. On voit le maçon au pied du mur. Mais professeur Kamte, pourquoi vous n'avez pas débauché? Si vous preniez des grosses pointures, par exemple, je peux citer les noms. Si vous preniez quelques personnes qui sont pas totalement à l'aise là où ils sont, je pense à Njo Mwele, je pense à Zengele, je pense à Joseph Owona, pourquoi vous n'avez pas débauché? D'abord une chose, je pense qu'il est temps que nous songions à renouveler et à redynamiser la classe politique camerounaise. Et c'est pour cela aussi que nous essayons de donner toute cette place-là à la jeunesse comme nous vous l'avons montré. Mais il est important aussi de rassembler, et les personnalités que vous venez de citer sont des personnalités qui n'ont pas besoin, pour certains, de s'afficher comme membres du MRC, mais leurs conseils nous seront très très bienvenus. Nous sommes ouverts à tout le monde, y compris à ces personnalités. Je dois dire aussi que nous avons fait des démarches en direction de la plupart des forces politiques qui existent dans le pays. Nous regrettons par exemple qu'au final, notre bon ami Olivier Billet, avec qui nous avons fait un travail
formidable pendant 8 mois pour essayer de mettre en place ce mouvement. À la dernière minute, a décidé de se retirer sur un malentendu de détail, parce qu'il mettait en avant la question de Dieu, et nous avons dit, ok, je crois que les Camerounais de manière générale ont un sentiment très religieux. Et si vous voyez notre communiqué du 13 août qui a été, disons, lors de notre réunion qui a été interdit au Hilton, nous avons terminé ce communiqué en disant que Dieu bénisse le Cameroun. Nous espérions de la sorte avoir répondu à ces attentes, mais il voulait absolument que l'on mette par exemple le terme foyisme. Or, nous ne voulons pas créer un parti religieux, nous créons un parti laïque, dans une république laïque. On vous a vu à un moment donné avec des responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on va citer quelques noms, Saint-Éloi Bidou, finalement il est dans votre parti ou il est resté au RDPC? Ça se saurait s'il avait été dans notre parti, il serait avec nous, non. Je pense qu'il était curieux, sans doute intéressé parce que nous faisions, sans doute l'est-il toujours, la tonalité, les idées que nous proposons, et il est venu voir. Peut-être qu'un jour, il nous rejoindra, et même s'il ne nous rejoignait pas, nous sommes une force de rassemblement et nous pensons qu'il faut faire bouger les lignes. Même les Camerounais qui aujourd'hui ne sont pas dans nos rangs, nous espérons que demain, ensemble, on peut créer une dynamique de renaissance nationale. On va prendre très rapidement quelques questions de téléspectateurs et après on va prendre le duel. Professeur Maurice Kamto, que pensez-vous de la règle d'équilibre régional au Cameroun? Dit comme ça, ça peut paraître brutal, mais je pense que le Cameroun est un pays divers. Et c'est une nation en construction. Nous ne pouvons pas éviter le souci de représentation des communautés ou des régions qui ne sont pas suffisamment représentées dans les institutions publiques. Des groupes ou des communautés n'adhèrent à la nation que parce qu'il y a une représentation dans les institutions dirigeantes de la nation de ce qui, à leurs yeux, est leur représentation. Je crois que c'est important. Et de ce point de vue, l'équilibre régional, n'est pas nécessairement une mauvaise chose, à condition de savoir comment on l'applique. Il ne s'agit pas de prendre quelqu'un médiocre pour remplacer quelqu'un qui est brillant. Je ne comprends pas très bien le sens de la... Avez-vous des choses que vous reprochez au président Biya sur du point de vue de la gouvernance? Oui. Le problème n'est pas un individu. Je pense qu'on parle trop, on focalise trop sur un individu et que si effectivement on soustrayait cet individu aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir un système meilleur. Le problème, c'est l'ensemble du système tel qu'il fonctionne. Et j'allais dire sa difficulté à faire bouger le pays avant. On a l'impression qu'on patine, sinon qu'on recule par rapport à d'autres nations, même voisines, qui il y a quelques années ne pouvaient pas tenir le change face au Cameroun. Que cherche le prof? Que cherche-t-il? Le pouvoir pour le pouvoir, ou a-t-il un véritable projet de société? Question d'André Ndongo. Oui, c'est intéressant cette question, mais en même temps, vous permettrez que j'invite l'auteur de la question à se pencher un peu plus sur ce que nous avons publié, parce que s'il dit est-ce qu'il a un projet de société, j'ai dit oui, puisque je viens de le dire, nous sommes le seul parti politique à avoir élaboré un projet de société qui a été discuté et adopté en convention nationale. J'invite tout le monde à le lire, il est en français et en anglais et il est sur le site de notre parti politique. À propos de convention, une question de téléspectateurs. Certains disent que la convention à laquelle vous faites allusion a été faite dans une chambre. C'est un peu exagéré, mais pourquoi n'avez-vous pas, pour démontrer vos ambitions, choisi un endroit comme le Palais des Congrès de Yaoundé? Bien, si on considère que le siège de notre parti politique est une chambre, alors je l'admets volontiers, mais nous pouvons nous targuer d'être un des rares partis politiques à avoir son siège propre. Qui n'est pas un édifice public que l'on utilise à des fins d'un parti politique, ni une pièce que l'on loue ça et là. Nous avons un véritable siège avec des bureaux et une salle de réunion. Si la personne avait pris la peine de visiter notre siège, je pense qu'il aurait formulé sa question autrement. Une dernière question avant de prendre le duel. Que pensez-vous de l'opposition camerounaise? Je dois saluer le travail remarquable que l'opposition camerounaise a fait au cours de nombreuses années depuis 1990, les sacrifices consentis, parfois le sacrifice suprême. Mais on doit aussi constater que peut-être l'opposition n'a-t-elle pas
tirer les leçons des insuccès qu'elle a connus au cours des années passées et essayer de se renouveler, de faire son aggiornamento, comme on dit, pour trouver les voies et moyens qui puissent remobiliser les Camerounais, les réintéresser à la politique pour que l'on puisse franchir d'autres étapes. On marque une courte transition et on revient avec le duel. Je vais permettre à un de mes confrères sur ce plateau d'affronter plus directement le professeur Maurice Kamto que nous recevons ce soir. À tout de suite. Arrêtez de chercher. Accédez à de nouveaux sommets. Arrêtez de chercher. Accédez à de nouveaux sommets. C'est le duel, on se la joue démocratique, professeur Maurice Kamto. Vous avez choisi, il y a 2 postiches, vous allez les ouvrir, et puis, non, ouvrez-les vous-même s'il vous plaît. Vous allez lire le nom de celui que vous voyez, et c'est le journaliste qui vous affrontera dans le cadre de ce que nous appelons le duel. Guichi. Marie-Noël Guichy. Je vous laisse avec Marie-Noël Guichy, c'est une compagnie féminine pour 5 minutes. À tout de suite. Alors, professeur, beaucoup présentent votre parti comme un parti élitiste. Pour preuve, vous demandez aux Camerounais d'aller s'inscrire, d'aller faire un dépôt bancaire de 2000 francs ou plus. Et du coup, je pense à ma grand-mère qui se trouve au fin fond de Baleine, qui ne sait même pas par où on passe pour arriver dans une banque. Est-ce que vous la considérez comme un potentiel membre de votre parti? Je vous remercie de me donner l'occasion d'apporter des clarifications sur cette question du prix des cartes d'adhésion au MRC. Le prix de 2000 francs d'abord est un prix standard qui pour nous s'applique aux cadres, aux responsables du parti et à d'autres personnes qui ont des revenus d'un certain niveau. Nous sommes très à l'écoute de la base. Effectivement, nos camarades qui sont sur le terrain ont attiré notre attention sur le fait qu'il y aurait de nombreux compatriotes intéressés par le MRC, sympathisants et qui désirent devenir militants, mais qui ont le sentiment qu'ils pourraient en être exclus à cause du prix de la carte. Et l'instance nationale compétente de notre parti va se réunir très prochainement pour prendre une décision sur l'abaissement du prix des cartes, de façon à ce que nous connaissons justement le pouvoir d'achat extrêmement très faible de nos compatriotes aujourd'hui, dont la plupart sont dans des souffrances importantes, et payer payer 2000 francs, c'est un véritable défi. Nous allons probablement situer le prix de la carte de base probablement autour de 500 francs. Non seulement il est question de payer 2000 francs, mais de se diriger dans une banque pour verser son argent. Mais non, tout le monde n'est pas obligé de passer par une banque, puisqu'il y a les structures du parti sur le terrain. Si vous voulez adhérer, si vous êtes membre d'une unité du parti ou d'un groupement ou d'une fédération du parti, vous allez vers le dirigeant et vous trouverez la carte, donc vous pouvez lui payer la carte auprès de lui. Là, nous parlions, en fait, la campagne que nous avons lancée s'adresse aux personnes qui parfois résident dans des zones où il n'y a pas encore de structure de base du parti, ou même des gens qui sont des sympathisants mais qui ne veulent pas nécessairement prendre la carte du parti, mais qui pourraient vouloir contribuer à l'effort de financement du parti pour permettre de déployer nos activités. Que dites-vous des Américains qui, à travers Wikileaks, pensent que vous êtes le Barack Obama du Cameroun? C'est très flatteur, mais en même temps, laissez-nous à notre modeste condition de Camerounais. Nous voulons travailler durement auprès de nos compatriotes pour leur faire partager le projet dont nous sommes porteurs. C'est à eux, en définitive, de décider si nous pouvons jouer quelque rôle de premier plan dans ce pays ou pas. Est-ce que vous irez aux législatives? Absolument, je crois l'avoir dit et je le confirme ici. Nous sommes un parti républicain qui respecte les lois de la République, les institutions républicaines, les autorités de cette République, et par conséquent qui respecte et
prendra part à toutes les échéances nationales. Quelle circonscription choisirez-vous, Baham? D'abord, je dois vous dire que c'est une instance compétente du parti qui décide des investitures. Même le président ne peut pas en décider tout seul. Donc il faudra attendre la réunion de cette instance pour que les décisions qui doivent être prises soient prises. Vous prônez la non-violence comme mode de conquête du pouvoir. Absolument. Et si jamais le résultat qui pourrait vous être favorable était volé, vous allez rester tranquille tout simplement parce que vous prônez la non-violence? À chaque chose, à chaque jour suffit sa peine, comme on dit, et chaque chose en son temps. Je ne peux pas anticiper sur le vol sur ce que je ferai en cas de vol de la victoire de notre mouvement. Lorsque nous sommes face à un événement, nous savons exactement quelle décision il faut prendre. Mais nous sommes absolument partisans et apôtres de transformation politique, de changement politique démocratique dans notre pays et dans la paix. Nous sommes très attachés à la paix parce que nous savons que nos compatriotes sont très attachés à la paix et que si nous voulons construire notre pays, le faire avancer, on ne peut pas commencer par détruire le peu qui a été fait avant de rebâtir demain. Le mal-vivre des Camerounais est tellement profond qu'on se demande par quel bout vous pourrez commencer si jamais vous étiez à la tête de ce pays. Corruption, népotisme, il y a tellement de problèmes que on se demande quelles sont vos priorités. Le chantier est effectivement immense, mais je pense que répondre sur la question des priorités aujourd'hui voudrait dire que nous envisageons d'être en capacité d'agir ou de gouverner. Mais ça peut être à deux positions. Si les Camerounais veulent que un certain type de changement s'opère, même dès 2013, ils peuvent obtenir ce changement. Si nous donnent la majorité à l'Assemblée nationale, à ce moment-là, nous prendrons toutes nos responsabilités. Parce que nous pensons à ce moment-là que nous pourrions être en capacité de gouverner, sans que cela ait quelque rapport avec la fonction présidentielle. Mais si nous ne devions être en mesure d'agir que lorsque nous serions à la tête de l'exécutif, à ce moment-là, nous prendrions également les décisions qu'il faut. Mais je peux vous assurer que nous travaillons très sérieusement et que nos priorités vous seront communiquées le moment venu. Ne croyez pas que l'on arrivera comme ça, comme déjà. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il est important de faire un travail de réflexion, de préparer l'action politique de demain pour que le Cameroun et les Camerounais n'aillent pas au-devant des surprises. Les gens qui croient qu'ils vont se lever comme par surprise et s'asseoir dans des fauteuils de dirigeants et trouver des solutions au pays se trompent. Dans un récent ouvrage interdit, il y a l'écrivain Charles Tebaïene qui parle du règne du magico-anal, des sectes et tout. Est-ce que vous avez été victime de ça lorsque vous étiez au gouvernement? Je dois vous avouer que je n'ai pas encore eu le plaisir de lire cet ouvrage, probablement qui est apparu lors de mon absence. Vous faites là allusion à des pratiques que j'ignore complètement. Vous n'avez jamais entendu parler de ça lorsque vous étiez... Entendre parler, bien sûr. Bon, c'est dans la presse tous les jours, n'est-ce pas? Que pensez-vous de l'homosexualité? Je n'ai rien à penser de l'homosexualité. Je prends acte de ce qui existe. La loi camerounaise interdit l'homosexualité. Il faut prendre acte que si c'est une pratique et il peut arriver que des Camerounais comme des citoyens d'autres pays du monde aient des tendances, je dirais, naturelles en eux, une certaine inclination vers certaines pratiques sexuelles, il faut les respecter. Mais je pense que ce qui crée la confusion au Cameroun aujourd'hui, c'est qu'il y a, je crois, comme une sorte de dérive où cette pratique qui peut être une inclination compréhensible par la société, qui probablement existait dans notre pays depuis mais qu'on ne connaissait pas, devient une modalité de conquête de position de pouvoir ou de ci ou cela. Et là, il y a un problème. C'est pour cela que le débat sur la question devient difficile, parce que si vous dites que vous êtes pour, on vous soupçonne de pratiquer ou d'être dans cette logique-là. Si vous dites que vous êtes contre, on ne comprend pas que pour quelqu'un qui défend les droits de l'homme et les libertés comme moi, que je puisse dire que je suis contre, donc le débat n'est pas facile. Les 5 minutes imparties au duel sont terminées. Il y a beaucoup de questions, je ne suis pas sûr qu'on va les épuiser ce soir, professeur. Les cas à Yaoundé, vous avez déclaré au cours d'une cérémonie de présentation des droits de l'homme, lorsque vous étiez ministre délégué au ministère de la Justice, que à Etetak, les populations qui se sont installées dans cette partie de Yaoundé savaient pertinemment qu'elles étaient dans l'illégalité. Est-ce que vous le rediriez comme ça aujourd'hui? C'est une question de téléspectateurs. Oui. Si des personnes sont dans l'illégalité, elles sont dans l'illégalité. Elles ne peuvent pas l'être hier et ne pas l'être aujourd'hui. Je ne peux pas varier là-dessus.
une chose est de prendre acte de ce que ces populations sont dans l'illégalité. Toute autre chose est de voir comment on traite des situations d'illégalité. On peut traiter des situations d'illégalité avec humanité. Et les opérations de déguerpissement... Dans le cas d'espèce, les Nations Unies ont estimé qu'on n'avait pas... On n'avait pas pensé aux droits des personnes qu'on a subitement, du jour au lendemain, mis comme ça dans la rue. Encore une fois, les Nations Unies peuvent dire cela. Elles sont probablement dans leur rôle. La question c'est, est-ce que vous pouvez avoir des droits sur l'illégalité? Donc, encore une fois, je dis, on peut simplement voir quel traitement social, humaniste, on doit pouvoir faire de ces cas, mais ne pas dire qu'on n'a pas respecté leurs droits. D'ailleurs, les problèmes sociaux sont des problèmes auxquels nous devons être très attentifs. Et je voudrais, si vous me permettez, prendre 30 secondes pour exprimer toute ma sympathie comme on les appelle couramment dans notre société, les sauveteurs, mais aux commerçants, petits commerçants, aux gagne petits, à ceux qui se battent chaque jour pour survivre du marché Mokolo, qui ont fait l'objet d'actes absolument critiquables et en tout cas insoutenables ces derniers temps, et qui se sont soldés d'ailleurs, vous le savez comme moi, par un mort, n'est-ce pas? Et il est temps que ceux qui sont en charge de ce dossier discutent avec les vrais commerçants, avec les vrais sauveteurs, pour trouver une solution à leurs problèmes. La solution, c'est dans le dialogue. Et je suis dans une situation presque d'émotion quand je pense à cette dame, non seulement celle qui est morte à la suite de ces événements, mais celle qui a été violée dans un commissariat de notre pays et qui s'est exprimée avec beaucoup d'émotion sur les antennes de nos radios. Nous sommes sur le social et nous faisons la politique pour les Camerounais. Et si je ne peux pas être pressé sur ce point-là, permettez-moi d'exprimer ma solidarité et toute ma sympathie à nos compatriotes qui ont été victimes ces temps derniers d'inondations dans diverses régions du pays, la partie septentrionale, mais également à l'est et dans le nord-ouest du pays. Il me semble que quand nous parlons de pacte de solidarité au sein du MRC, c'est justement la solidarité entre les régions à l'occasion de tels événements. Je voudrais enfin dire toute ma sympathie et mon soutien aux nombreux commerçants victimes des incendies au marché Mbopi à Douala, mais également dans les marchés de Wafoussa, mais sans doute dans d'autres marchés du pays. C'est à la fois des vies absolument ruinées, des parties de la richesse nationale qui volent en fumée et la misère qui s'agrandit. Nous devons tous, chacun à notre niveau, essayer de les soutenir là-dessus. Certains disent, professeur, que vous n'avez jamais introduit votre demande de changement de grade pour passer de l'étape de maître de conférence à celui de professeur titulaire. C'est un faux ou un torse? Cette question a été réglée, mais si vous voulez que je prenne 30 secondes là-dessus, ma petite personne compte peu. Encore une fois, je voudrais que vous me donniez plus de temps pour parler aux Camerounais de ce que nous voudrions que l'on fasse ensemble. Quelle est notre vision de notre société? Pourquoi nous disons que nous voulons faire la politique autrement? Parce que nous voulons la faire avec les personnes vivant avec un handicap, avec les personnes qui sont atteintes du sida, qui se battent parfois entre la vie et la mort, avec les femmes qui représentent pratiquement la moitié de la population de notre pays, qui sont extrêmement talentueuses. Et je ne dis pas cela parce qu'il y a parmi les journalistes qui me posent des questions des femmes à qui on devrait donner davantage de chance d'exprimer l'extraordinaire talent qui existe et qu'elles portent en elles. Ce n'est pas un hasard. Mais là, c'est l'homme politique qui parle. Oui, bien sûr, je suis un homme politique. Ce n'est pas un hasard si le logo de notre parti, le symbole fort est une femme camerounaise qui porte son bébé dans le dos et qui porte le drapeau. Alors, et qui escalade la montagne. Vous voulez parler de votre parti, qui est-ce que vous avez contacté pour mettre sur pied ce parti? Le SDF? Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons essayé de toucher le maximum à la fois de force politique et de personnalité. Et c'est cela l'une des particularités du MRC. Le MRC est un parti qui n'accroît pas le nombre des partis sur la scène politique camerounaise, mais qui les réduit, puisque nous sommes une fusion de plusieurs partis politiques et des forces de la société civile. Et croyez-moi, il n'est pas exclu que dans les mois
à venir, vous ayez de nouvelles formations. En dehors des personnalités ou des partis connus, qui est celui qui se cache derrière le MRC? Est-ce que vous avez des lobbies? Vous croyez que j'ai besoin que quelqu'un se cache derrière moi? Parce que vous croyez que... Bon, si vous pensez que... vous n'avez pas de soutien à l'étranger? Vous croyez que... Parce que là, vous n'avez cité que des nationaux. Si vous croyez que par moi-même, je ne peux pas porter un message d'espoir au Camerounais, du tout, professeur. alors cherchez derrière moi... Vous pourrez aussi solliciter le soutien des partenaires. Cherchez derrière moi quelqu'un qui ne trouve... Vous n'en avez pas? Vous n'avez pas de partenaires étrangers? Cherchez derrière moi quelqu'un que vous ne trouverez pas. On va prendre dans quelques avoir des amis, il est tout à fait normal que je puisse avoir des amis à l'étranger, mais j'en avais aussi avant de devenir président du MRC. On va prendre dans quelques... La diaspora camerounaise est un des piliers majeurs du MRC. Combien d'adhérents nous avons une alliance stratégique avec la diaspora parce que c'est un levier et ce sera demain un des leviers majeurs du développement du Cameroun. Si nous n'avons pas compris cela, c'est une des raisons majeures pour lesquelles nous sommes en retard. Partout, tous les pays que nous admirons, qui sont aujourd'hui des investisseurs au Cameroun, j'ai cité très peu de pays, mais je citerai le Maroc. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'adhérents que vous avez déjà? Si les pays qui ont pu réussir aujourd'hui, ce sont des pays qui ont donc bâti sur leur diaspora, et la diaspora d'un pays, elle est exposée à la rude compétition internationale et à port de la technologie. Une idée du nombre. Je peux vous dire que le nombre d'adhérents, le parti est en train de se déployer. Je peux vous assurer ici, j'en fais la promesse, dès que nous aurons fait le point de notre déploiement sur l'ensemble du territoire, parce que nous sommes un parti national présent dans les 10 régions du pays. Très peu de partis politiques, en tout cas d'opposition, peuvent en dire autant. Nous vous dirons, les chiffres, ils seront rendus publics, il n'y aura pas de mystère. On ne va pas frustrer les nombreux téléspectateurs qui nous ont écrit. On ne va pas tout de même aussi lire la panoplie de messages que nous avons reçus, mais juste quelques questions en 5 minutes. Oui. J'implore vos réponses rapides. Dans les années 80, vous disiez que la transition était anticonstitutionnelle. Pourquoi? Quelle transition? Au début, la transition, c'est-à-dire du président Ahidjo au président Biya. Le téléspectateur estime que vous avez dit au début des années 80 que la transition était antidémocratique. Tout à fait, c'est exact. Cette transition s'est opérée. C'est pas 90, c'est en 1982. En 1982. J'ai publié un article de droit constitutionnel, dont un article scientifique, publié dans une revue scientifique qui s'appelle Le Recueil Penant. À l'époque, parce que le mode de transmission de pouvoir d'un président à l'autre était un mode de type monarchique. C'est-à-dire, au fond, on choisissait son successeur qui ne passait pas par l'ascension électorale et on lui transmettait le pouvoir. C'était donc, on aurait pu dire, c'était peut-être pas la règle de primogéniture, le premier enfant né, mais c'était le dauphin constitutionnel. Or, le président, la Constitution disait à l'époque que le président de la République est élu au suffrage universel. D'où venait-il donc que l'on pouvait avoir un président qui n'avait pas été élu? Donc il y avait une contradiction. C'est cela que nous avons clarifié. Et le président de la République, à qui on avait passé le pouvoir, qui est un spécialiste de droit public, peut-être beaucoup ne le savent pas, a très rapidement corrigé l'affaire. C'est pour cela que dès qu'il a accédé au pouvoir, il a supprimé cette disposition au terme duquel le Premier ministre pouvait devenir président de la République et justement laisser le suffrage universel. Et le dispositif institutionnel qui encadre la succession à la tête de l'État, vous le trouvez convaincant ou pas? Quel dispositif? Aujourd'hui. Il n'y a aucun problème avec ce dispositif, sauf que toutes les institutions qui sont prévues et qui doivent jouer un rôle dans ce cadre-là n'ont pas encore été mises en place, puisque le Sénat n'a pas encore été mis en place. Normalement, de par la Constitution, c'est le président du Sénat qui doit assurer la transition et organiser les élections dans un délai de 90 jours. Quelles sont vos relations avec Paul Fokam-Kamon? Certains vous soupçonnent d'être en intelligence avec lui pour conquérir le pouvoir. C'est ce qu'on appelle le lobby Bambi. Nous vivons dans une société de soupçons, de suspicions et d'anathèmes. Et personne ne peut croire sérieusement que je vais dire que je ne connais pas M. Paul Fokam-Kamon, que je connais depuis 30 ans. Et je ne vais pas subitement renier mes amitiés et mes relations à la fois fraternelles, mais également
des relations amicales et d'aîner avec lui tout simplement aujourd'hui parce que je fais de la politique. Il fait ses affaires. C'est un homme d'affaires qui a fait preuve de ce dont il est capable. J'opère dans le champ politique, chacun est dans son champ. J'aimerais entrer en contact avec vous. Comment fait-on pour devenir membre du MRC? Question de Samuel de Yaoundé. Oui, très bien. Nous avons un siège, s'il est à Yaoundé, nous avons notre siège qui est au dispensaire d'Odja, c'est facile à trouver. Mais vous avez évoqué un point, je crois qu'il serait injuste pour les téléspectateurs de passer très rapidement sur ce point, parce qu'on a parlé de lobby Bamileke. Il y a 265, sinon presque 300 partis politiques dans notre pays, et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est à la tête d'un parti politique et qu'on ne le voit que sous le prisme tribal ou ethnique. Je vais vous dire, monsieur Atemkem, je ne vais pas me soigner d'un mal dont je n'ai jamais été atteint. Je n'ai pas jamais été atteint du tribalisme. C'est au-dessus de mes forces. Et même quand bien même je voudrais pratiquer cela, ça me dépasse. Alors vous pouvez laisser les autres continuer à répandre ce qu'ils répandent. Durant votre parenthèse gouvernementale, la presse a rapporté que vous faisiez des dons à Baham, votre village natal. Le messager s'est d'ailleurs interrogé, le messager de Marie-Noël Guichy, et je cite, que cherche Kamto au village? Justement, vous cherchez quoi au village? D'abord, il faut rectifier. Je n'ai pas fait les dons qu'à Baham. Je suis, je crois, le premier homme politique originaire, puisque c'est comme cela dont les parents sont originaires, parce que si on voulait parler d'originaire, je suis originaire de Bafoussam, alors puisque je suis né dans la ville de Bafoussam. Mais prenons les originaires des hauts plateaux, à avoir parcouru les 9 groupements, c'est-à-dire les 9 grands villages des hauts plateaux, et avoir fait effectivement des dons, des tables, des médicaments. Notre téléspectateur pense que c'est une approche que vous aviez jadis condamnée. Attendez, donc, et je l'ai fait dans tout l'ensemble du département. Poser la question, y compris à des membres du gouvernement camerounais encore en fonction aujourd'hui, s'ils peuvent quitter leur département pour aller faire une œuvre sociale dans un autre département du Cameroun sans qu'on lui demande ce qu'il vient chercher là-bas. Je ne demande, même aujourd'hui, je ne demande qu'à faire des actions sociales dans d'autres régions du Cameroun. Et je pense que maintenant que je ne suis plus au gouvernement et n'ayant plus cette contrainte, je vais en faire. J'espère que dans les mois et les années à venir, je serai en capacité et en mesure de le faire. Pour d'autres régions du Cameroun, je ne parle même plus de département, mais pour d'autres régions du Cameroun. J'aimerais savoir pourquoi vous avez pendant longtemps hésité et refusé de jouer le rôle de premier plan dans ce pays, alors que la pléthore de... J'arrive pas à bien déceler la question de ce téléspectateur. Pourquoi pendant longtemps, j'ai compris la première partie, pourquoi pendant longtemps vous avez évité de jouer les rôles de premier plan? Parce que c'est pas mon obsession. Je vous ai dit, mon obsession c'est rendre service à mon pays. Et il me semble qu'au cours de ces nombreuses années, de ces longues années, j'ai, partout où on m'a confié des responsabilités, essayé de donner le meilleur de moi-même au service de mon pays. Donc si aujourd'hui je fais de la politique, c'est dans le même esprit, c'est me mettre au service des Camerounais. Que pense le professeur Kamto de la longévité du président Biya au pouvoir? 30 ans. Je n'ai rien d'autre à penser que si ce sont les Camerounais qui décident de le maintenir dans ses fonctions pendant 30 ans, alors il a le droit d'être à cette position. Vous pensez effectivement que ce sont les Camerounais qui le maintiennent là-bas? Si les urnes nous disent que c'est lui qui a été élu, je n'ai pas le droit. C'est une victoire volée? Que pensez-vous de la modification constitutionnelle? Le temps ne nous prend pas la gorge et j'ai envie de lire au moins la moitié des questions qui sont arrivées. Que pensez-vous de la modification constitutionnelle qui a levé le verrou sur la limitation de mandat et qui a par conséquent permis au président Biya de se représenter? Oui, je pense qu'on aurait pu en faire l'économie, mais puisque le président a fait cette révision constitutionnelle, mon plus grand souhait, et je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis un acteur politique à la tête d'un parti politique, c'est qu'il utilise le temps qu'il s'est donné pour préparer des bonnes conditions justement de la transition de l'alternance au Cameroun en se faisant le garant impartial d'élections libres, démocratiques, pour que les Camerounais choisissent le président qui viendra après lui. Vous avez été accusé de plagiat par le professeur James Mwangi Kobila. Il y a eu une sorte de flou par rapport à une procédure en justice. C'est vous qui avez porté plainte ou c'est lui? Où en est-on avec cette affaire à ce jour? Très rapidement,
En 30 ans de carrière d'enseignant, s'il y a un Camerounais que j'ai soutenu le plus, que j'ai poussé, que j'ai porté à bout de bras, c'est ce jeune collègue de l'université de Douala. Lui seul expliquera à sa propre conscience et devant l'histoire qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a pu faire. Mais je dois vous faire remarquer qu'il a très vite évolué. À l'origine, il m'accusait de plagiat. Il avait donné un délai au terme duquel, si je n'entrais pas en tractation avec lui, il allait me porter plainte. Et vous n'êtes pas entré en tractation? Je ne suis pas entré en tractation et il n'a pas porté plainte. Alors j'ai décidé, moi, justement, de faire une citation directe. Donc c'est moi qui ai saisi les tribunaux et non pas lui. Et l'affaire en justice? Oui, l'affaire est en justice. Il a simplement, par après, fait une contre-citation directe, non plus pour m'accuser de plagiat, parce qu'il est important de savoir, mais pour m'accuser de vol et d'escroquerie. Donc il aura sans doute le temps de prouver tout cela. Est-ce que le professeur Kanto enseigne toujours? Non, depuis que je me suis retiré du gouvernement, j'ai écrit suivant les procédures normales à mon établissement d'origine qui est l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, et jusqu'à présent je n'ai pas eu de réponse quant à d'éventuels enseignements. Est-ce que vous percevez toujours votre salaire d'enseignant? Je perçois mon salaire d'enseignement. Pourquoi vous paye-t-on? À ceux qui ne me mettent pas en capacité d'enseigner, d'expliquer pourquoi ils ne me permettent pas de faire correspondre mon salaire à une prestation de service. Mais je ne vais pas refuser un salaire alors même que je ne demande qu'à enseigner et à servir. Comment expliquer qu'un enseignant de haut rang comme vous n'ait pas pu contourner le dépôt ou l'adoption du texte concernant le tribunal criminel spécial? Le dépôt où? Je ne sais pas, je ne comprends pas bien cette question, mais je la reformule. Qu'est-ce que vous pensez du tribunal criminel spécial? Ce tribunal a été beaucoup décrié. Il y a sans doute quelques imperfections ou insuffisances dues simplement, et je pense que même lors de la préparation du texte, parce que c'était tout à fait à la fin, quand j'étais au ministère de la Justice, on a bien perçu qu'il pouvait y avoir des difficultés. Par exemple, le fait de mettre 50 millions. Parce que l'effet de seuil est toujours difficile à justifier. Parce que celui qui a 49 millions 99 900 tombe devant les juridictions, j'allais dire ordinaires, alors que celui qui a 50 millions passe devant une autre juridiction. Donc ça peut être difficile à expliquer. Mais à un moment donné, il fallait une juridiction qui puisse diligenter les procédures et les accélérer. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir une cour. Là, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple africain, le Sénégal a une cour spéciale, enfin une cour, j'oublie l'appellation exactement, en fait une cour spéciale chargée de la répression des indélicatesses financières commises par les fonctionnaires de l'État. Dernière question en quelques secondes avant de prendre Javis Nana pour la synthèse de nos échanges. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Est-ce que vous exercez effectivement là-bas? Si oui, sous quelle forme? Je suis, pour ceux qui en douteraient, avocat au barreau de Paris depuis 1997, au cabinet Mignard, qui est devenu le cabinet Lysias. C'est un cabinet qui est non seulement installé à Paris, mais également à Marseille et à La Haye. Et en tant qu'avocat au cabinet de Paris, au barreau de Paris, oui, j'ai surtout eu à plaider diverses affaires devant la Cour internationale de justice, dont les contentieux d'État, et non pas nécessairement des contentieux dans des procédures nationales. Une courte transition et on revient pour la synthèse de nos échanges de ce soir. À tout de suite. Javis Nana, bonsoir. David, bonsoir, et très content d'être là ce soir. Je dis bonsoir à votre invité, le professeur. On est peut-être au-delà de 90 minutes. On a dit beaucoup de choses ce soir. Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est un exercice pour cet invité. Il faut dire bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous avez dit que le président Amadou Ahidjo est un patrimoine national. Et si vous aviez convenance, et c'était une question de Xavier Messet, de décréter les obsèques nationales pour le premier président de la République, vous le feriez sans hésitation. Il faisait partie du patrimoine, qui n'est pas qu'il est le patrimoine national, qui fait partie. Il fait partie du patrimoine national. Et d'ailleurs, vous êtes resté très collé à cette actualité juridique parce que vous avez dit que l'application de toutes les dispositions constitutionnelles doit être absolue, notamment l'article 66,
concernant la déclaration des biens, parce que le président de la République sur ce sujet doit pouvoir trancher, parce que, vous l'avez dit, c'est incorrect de continuer à différer. Le temps de la justice n'est pas ordinaire, ce sont vos propos, et au sujet de la CONAC, elle a fait son rapport aux autres institutions de prendre le relais. Vous avez dit un mot sur les médias en précisant que les médias ne devraient pas juger, même si la tendance et même la tentation est devenue forte, il y a différence entre le travail de l'État et cette institution publique. Les cadeaux du ministre des Finances ne vous posent aucun problème, parce que de toute façon, un cadeau offert ne doit pas relever de l'argent public et surtout personnel, c'est bien, mais attention à ces fonds publics. En concernant la question sur vos rapprochements qui sont devenus quelque peu soupçonneux avec le SDF, vous avez précisé que le collègue qui vous a accusé à ce moment-là d'être si proche du SDF, vous avez répondu que c'était une coalition qui s'appelait l'Union pour le changement, donc un regroupement de plusieurs partis politiques. Vous n'avez jamais été membre du SDF, encore moins du RDPC, et d'ailleurs, vous vous revendiquez comme être le premier Camerounais qui appartient à une dynamique, et votre présence à la tête du MRC fait partie de votre engagement. Le quotidien Le Messager aujourd'hui fait partie des journaux auxquels vous avez eu des contributions importantes, et d'ailleurs, un rappel historique dans cette émission vous a permis de dire, en page 112 d'un ouvrage que vous avez vous-même cité, en vous excusant de l'infidélité des mots, l'intellectuel doit considérer le pouvoir comme un objet scientifique. Et vous avez précisé qu'il y a deux choses à retenir entre distanciation et opposition. Il y a bien la différence. En page 114 de ce même ouvrage, vous avez dit que l'intellectuel doit classer et surtout tracer le sillon des trajectoires de ces hommes politiques. Vous avez été le premier à dire dans ces années passées, parce que la synthèse est énorme, notamment de ne pas enchaîner. Paul Biya, Le Messager, vous avez dit dans la rubrique Forum que le président de la République fait partie de ceux-là qui ont apporté une grande contribution à la construction de la nation. Dans la rubrique Préférence, une question de notre consoeur Amelga au sujet de ce que vous aimez manger, vous avez dit que vous n'avez pas parlé du tout de vos préférences alimentaires. En tant qu'enseignant et praticien du droit, il faut être précis et entre guillemets, ce sont vos propos, l'enseignant du droit doit être méticuleux. Vous n'êtes pas pauvre, vous l'avez dit, et vous ne vous considérez pas comme n'importe qui, car vous n'avez pas fini de faire un travail important tant qu'il n'est pas l'heure de se coucher. Même après cette émission, et dans vos propos, on peut penser que vous ne dormirez pas. 60 millions d'euros affectés à la réforme judiciaire, c'était une accusation qui était faite au sujet d'un marché que vous aurez obtenu en tant que ministre délégué à la justice. Vous avez dit qu'il y avait un capharnaüm, pour ne pas dire un cafouillage bizarre, entre 60 millions et 39 millions de francs CFA. En tant que responsable du cabinet Brentorst, vous vous êtes occupé de trois choses, notamment le code civil, le code de procédure civile, et d'ailleurs vous avez précisé que aucun chiffre n'est exact, et vous êtes fondé sur une publication qui s'est faite sur Internet et qui a précisé, selon vous, 17 millions d'euros, et le Cameroun a un ordonnateur national qui décrète bien sûr s'il faut décaisser de l'argent. Si vous permettez, je dirais simplement... À la fin, il y a un certain nombre de dossiers d'État dans lesquels vous n'entrerez pas et vous vous abstenez absolument d'en parler, pas. On peut être utile, non pas seulement parce qu'on a une position de décision, mais parce qu'on apporte des idées. Vous avez hésité sur l'arrondissement qui appartient au site sur lequel vous devriez tenir votre première réunion après votre démission, et vous avez précisé, et c'est une citation rappelée d'un capitaine d'armée sur le front, vous ne regretterez jamais d'avoir plusieurs vies, parce que en tant qu'acteur de la société civile, vous êtes au service de la nation. Et c'est pour préciser que le MRC, le parti pour lequel vous vous présentez comme président, qui est le seul, selon vous, le seul parti qui a discuté de son programme politique, d'avoir intégré les personnes vivant avec un handicap, vous avez dit que de toute façon, il ne faut pas avoir de jugement de valeur, parce qu'il faut juger le maçon au pied du mur. En ce qui concerne, c'était une question de David Atemken, l'équilibre régional, vous avez dit que le Cameroun est un pays divers, une nation en construction, les groupes adhérents à la nation doivent être représentés absolument. Est-ce que vous êtes le Barack Obama camerounais? Vous avez dit que c'est flatteur, mais il faut
absolument partagé. Au sujet de l'homosexualité, il faut respecter les tendances naturelles qui peuvent exister et surtout éviter les confusions. En tant qu'enseignant, ça fait 30 ans, vous avez dit que votre grande obsession, c'est d'être et encore au service de votre pays. Le cabinet Myanmar, c'est celui auquel vous appartenez en tant qu'avocat à Paris depuis 1996. Vous êtes au barreau de Paris et vous ne vous en cachez pas. Et vous n'avez pas également dans vos propos parlé des personnalités, c'était des questions qui étaient en référence au sujet de professeur Augustin Conchukomeni. Vous avez dit dans vos propos que c'est un éminent professeur. Au sujet du professeur Hubert Monondiana, vous avez dit sur le pic de la Mirandole que c'est un collègue. Et Henri Bandolo, ancien ministre de l'Information, vous avez dit que c'est un ami. Et Jean-Marie Atanamobara, à qui vous n'avez pas rendu visite parce que vous n'êtes pas obligé, vous avez dit que c'était un excellent ministre de l'enseignement supérieur. Et pour finir, David, Olivier Billet, ancien candidat à la présidence de la République, vous avez dit que vous avez perdu l'amitié avec lui parce que c'était un malentendu de détail. Merci Javis Nana, j'ai vu le professeur Kanto qui prend des notes. Vous avez des choses à redire sur la synthèse telle que faite par Javis Nana? Une ou deux choses à repréciser? Je dois d'abord féliciter M. Nana pour le tour de force parce que c'est pas... C'est un exercice pas évident. Absolument. De plus de 90 minutes en moins de 5 minutes, c'est quand même pas évident. Je voulais juste préciser 2 ou 3 choses. Parce qu'il a, dans sa synthèse, dit sans doute par erreur que j'ai dit que j'étais responsable du cabinet Brain Trust. J'ai jamais été responsable du cabinet Brain Trust. Depuis sa création, j'ai jamais été responsable. Dès la création, il y avait un responsable, un directeur de ce cabinet. J'ai bien entendu, j'ai été de ceux qui ont créé. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce n'est pas un cabinet d'une seule personne. Le cabinet a été créé par 6 personnes, dont d'autres, et les 6 vivent encore, dont d'autres sont à l'étranger. J'en ai fait pleinement partie, mais j'en ai jamais été le responsable. D'ailleurs, il n'y a pas de mystère, c'est le professeur Grégoire Diogué qui est professeur agrégé de droit privé à l'université de Yaoundé 2. À propos de la citation du capitaine américain, c'est important et je voudrais revenir là-dessus. Il disait, et je prenais cela à mon compte, si je devais perdre ma vie pour le Cameroun, je regretterais une seule chose, c'est de ne pas avoir plusieurs vies. Parce que si j'avais plusieurs vies, je les offrirais à mon pays. C'est ce que j'ai voulu dire. La troisième chose, la dernière, c'est que vous avez dit qu'on a perdu l'amitié de M. Olivier Billet, président de l'UFP. Non, on n'a pas perdu l'amitié. Je vous ai dit qu'on reste proche. Et que je regrette qu'un léger malentendu n'ait pas permis que l'on fasse chemin ensemble jusqu'au bout. Pour le reste, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Javis Nana. Passez une excellente soirée. Bonne soirée et c'était un plaisir d'être là, David. On se retrouve dimanche prochain avec un autre client, entre guillemets. Professeur, je vais lire encore quelques questions de téléspectateurs et puis on va se séparer. Mais avant de conclure, je voudrais, avec votre permission, 30 secondes. Quand allez-vous mettre en place la sous-section de Douala? Je sous-entends que c'est une question liée à votre parti. Il y a des responsables à Douala. Il y a un responsable régional, puis un responsable départemental. Et au moment où je vous parle, je pense qu'au moins 3 départements sur 4 dans le Vouri ont leur responsable. Donc, si le téléspectateur a laissé son adresse, on pourra lui communiquer hors antenne le contact des responsables du MRC à Douala. Avez-vous une idéologie ou bien vous voulez simplement être un opposant à M. Biya? D'abord, je crois dans une interview que j'ai accordée à Jeune Afrique, j'ai dit que je ne fais pas de l'opposition crypto-personnelle. C'est-à-dire que mon opposition n'est pas focalisée sur une personnalité, un individu. Non, nous avons une offre politique à faire, des idées que nous voudrions proposer à nos compatriotes pour qu'ensemble, rassemblés, nous puissions opérer une dynamique qui
fasse advenir la renaissance du Cameroun. Et je supplie, je me permets d'utiliser ce terme, les téléspectateurs qui sont sympathisants, intéressés par le MRC, de visiter le site de notre parti. Ils verront notre projet de société. Il faut que l'on cesse dans notre pays de focaliser l'attention dans le débat politique sur des personnes, mais qu'enfin on se porte sur les idées. Voilà ce que je... Que pensez-vous de Elekam? Elekam est un progrès dans le système de contrôle électoral au Cameroun, mais à l'évidence, Elekam présente encore des insuffisances. Au-delà même du péché originel, qui est la façon dont les responsables d'Elekam ont été désignés et que plusieurs partis de l'opposition avaient déjà dénoncé à l'époque, il y a le fait aujourd'hui, ce qui nous remonte du terrain, c'est qu'il y a beaucoup d'insuffisances et de problèmes sur le terrain. Il y a un parti politique en particulier, le parti dominant, qui se substitue à l'Elekam, aux structures de l'Elekam pour faire des inscriptions sur les listes électorales. Et il me semble que cela est extrêmement grave. Et les responsables nationaux de l'Elekam devraient s'y pencher très rapidement. On prend les dernières questions de mes confrères, Xavier Messé. Ouais. J'allais justement poser la question au professeur Kamto sur l'Elekam. Il a anticipé, parce que la composition de l'Elekam, tous les 12 d'abord, ensuite 18 membres, désignés par une seule personne qui est régulièrement candidate. Est-ce que vous ne voyez pas que la crédibilité, quelle que soit l'importance des personnes qui dirigent l'Elekam, c'est une structure qui n'apparaît pas comme étant suffisamment crédible? À l'évidence, cela a pu atténuer la crédibilité de l'Elekam. Mais je peux vous dire que ce n'est pas le fait que les dirigeants de l'Elekam soient désignés par une seule personne, parce que vous savez, dans beaucoup de pays, c'est le ministère de l'administration territoriale qui organise les élections, le ministère de l'Intérieur. Or, le ministre de l'Intérieur est quand même nommé par le président de la République ou le chef d'État dans ce pays. Et pourtant, il peut organiser des élections démocratiques. Donc le problème n'est pas que les membres soient désignés, mais c'est qu'il faut les désigner de façon à ce qu'ils puissent inspirer confiance. Donc ce ne sont pas les compétences présidentielles qui sont en cause ici, c'est la manière dont ces compétences sont exercées et surtout les personnes qui sont choisies pour exercer ces fonctions. Alors professeur, à quand le livre programme de votre vie politique du MRC? Il est très tôt, sauf si vous voulez déjà nous pousser vers la sortie, mais laissez-moi le temps que nous développions ce parti, que nous arrivions à communiquer ce que nous avons en nous et ce sur quoi nous travaillons, j'allais dire presque au quotidien au sein du MRC avec nos compatriotes. On a largement dépassé le temps qui était imparti pour cette émission. Les 30 secondes que vous demandiez, c'est pour faire quoi? Allez-y. D'une part, parce que le 1er décembre, c'est la journée nationale ou la fête nationale à lutte contre le sida. Et je voudrais à cette occasion exprimer au nom du MRC notre pleine solidarité avec ceux qui vivent avec cette pandémie et surtout remercier et féliciter les organisations de la société civile, les médecins et les infirmiers qui s'occupent de ces malades-là. C'est une maladie qui n'est pas facile et je tenais vraiment à le dire. La deuxième chose, c'est que le 3 décembre de chaque année, c'est la journée nationale internationale des personnes handicapées. Et à cette occasion, je voudrais souhaiter une bonne fête et un bon anniversaire à toutes les personnes handicapées et surtout les appeler à aller s'inscrire massivement pour que leur voix se fasse entendre et qu'ils puissent participer aux décisions qui engagent le destin national. On comprend que votre option de faire un véritable clin d'œil aux handicapés est très sérieux. L'émission est terminée. Xavier Messé, on voudrait vous remercier d'être venu nous accompagner dans cet échange avec le professeur Maurice Kamto. Le quotidien paraît demain est lundi. Une idée de la une. L'État, vous n'avez pas peur des concurrents? Non, écoutez, la une, je suis juste avec la seule concurrente que j'ai la main. Nous continuons de relayer les résultats de la CONAC qui fait un travail de titan et nous avons commencé depuis vendredi. Ça va se poursuivre, c'est-à-dire nous allons donner les noms des personnes qui sont impliquées, qui sont dénoncées avec preuves, avec des éléments d'appui
Donc on va continuer de faire ce travail que nous pensons que ce travail que la CONAC fait mérite d'être suffisamment relayé. Une idée de la une de Le Messager, Marie-Noël Guichy, l'un des éléments si vous voulez. Non, je préfère garder le suspense, sinon il faut que le lecteur aille dans les kiosques pour découvrir. Merci, c'était votre premier plateau avec nous autres dans le cadre de l'Arène. Peut-être avec vous comme présentateur, sinon j'ai souvent été ici et ça a été un véritable plaisir et un régal d'avoir en face le professeur Maurice Canto, qui s'est fait désirer comme une belle fille du village et finalement aujourd'hui il a décidé de parler. C'était agréable de l'entendre. On va saluer les membres du MRC qui vous ont accompagné dans le cadre de cet échange. On va remercier la réalisation qui a été particulièrement indulgente. Nous sommes largement allés au-delà de 90 minutes de temps imparti d'ordinaire à l'émission L'Arène. On vous remercie, professeur, d'avoir accepté d'être notre invité pour votre première sortie médiatique. On va le dire, depuis 11 mois, vous n'avez pas fait d'interview. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis sur votre plateau. Canal 2 est tout honoré. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette émission. Donnons-nous, si vous en avez convenance, ce rendez-vous dimanche prochain avec un nouvel invité et 2 confrères de la presse nationale pour l'interviewer. Au revoir et excellente soirée en compagnie des programmes de Canal 2.